Bienvenue au podcast En deux chiffres. Aujourd'hui, je reçois Andréane Poitras qui est thanatologue. C'est un long podcast, mais c'est tellement intéressant pour vrai. C'est vraiment le genre de métier que je suis tellement trop curieuse d'en savoir beaucoup trop là-dessus, mais c'est un métier que je ferai absolument jamais dans ma vie. T'sais. Je ferais peut-être un petit trigger warning, mettons, pour ceux qui ont peut-être un petit peu le cœur sensible. C'est sûr, on va pas dans l'extrême, on aurait pu en dire, en tout cas, on s'est dit des trucs off-cam que assez intense, merci. Fait que c'est ça, c'est pas si intense, mais reste qu'il y a des termes, tu te fais quand même des images dans ta tête assez dark. Donc voilà, sinon sur une note plus positive, merci encore au restaurant L'Espiègle qui me prête le restaurant pour tourner mes podcasts. Je vous invite évidemment à nous suivre sur Facebook, TikTok et Instagram et sur toutes les plateformes de podcasts, donc YouTube, Spotify et Apple. Je vous rappelle que pour participer au podcast, le lien est dans la bio du podcast sur Instagram et sur TikTok. Et sur ce, je vous souhaite bonne écoute! Bonjour! Salut Andréane! Bonjour Maggie! Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Aujourd'hui, on reçoit Andréane Poitras qui est rendue thanatologue. Puis là, je dis rendue parce que Andréane a été ma prof au primaire. Oui. En quoi, 5e? 5e ou 6e année? J'étais dessus 2 ans? Je suis Non. pas certaine, non? Non, Okay. 5e année. J'ai fait du looping aussi. Ouais. Fait que hilarant comme switching. Écoute. Ben écoute, la vie fait bien les choses parce que je Ouais. recroise beaucoup de mes étudiants depuis quelques années. j'espère qu'ils sont pas morts. Ma coiffeuse s'est rendue... Non, pas mort. Ma coiffeuse s'est rendue une de mes anciennes étudiantes aussi. Puis, fait que je vous croise et je vous utilise maintenant dans ma vie. Ben oui, c'est bon, c'est cool. Fait que oui, aujourd'hui, on commence comme d'habitude avec 3 stéréotypes qu'on a sur le métier de thanatologue. Oui. Donc, premier, c'est que c'est un métier déprimant et solitaire. Ben, en fait, je pense pas, Ouais. parce que sinon, il y aurait personne qui resterait dans le domaine. Pour vrai, partout les milieux où je suis passée, c'est des équipes qui sont vraiment soudées, solides, parce que justement, on passe à travers des événements de la vie qui sont souvent pas faciles. Fait qu'on apprend à se parler, puis à se dégager aussi des choses qu'on vit à travers le métier ensemble. Puis, on a une sorte d'humour qui est particulier aussi, sûr. parce qu'on n'a pas le choix de décompresser, Ben oui, c'est clair. puis de relâcher un peu les tensions. Fait que pour vrai, non, c'est un milieu que moi, je suis toujours heureuse d'aller travailler. Je suis toujours souriante. Puis tu sais, même que ça a été, tu sais, dans mes évaluations de fin de stage, mon patron, des fois, il me disait « Sois moins heureuse. » Il dit « Parle moins fort ou ris moins fort. » Tu sais, t'es comme trop... Fait que, tu sais, oui, il faut trouver un juste milieu. Il y a des occasions où est-ce qu'on peut avoir du plaisir dans le funéraire avec les collègues. Puis même dans les bureaux avec les familles, il n'y a aucune rencontre d'essai qui va être pareille. Il y a des familles qui sont rendues dans leur deuil où est-ce que ils vont faire des blagues avec toi. Puis c'est un super beau moment. Il y en a qui sont plus dans la tristesse, puis c'est correct. Fait que non, c'est pas un milieu déprimant. Parfait. Mais non, justement, avec le podcast de la Crimino qui sort demain, ben là, il sortira pas demain quand vous allez écouter, mais en tout cas, bref, il va déjà être sorti. C'est ça qu'elle disait, elle était comme, tu sais, c'est tellement un milieu dépressif, ben pas dépressif, mais tu sais, négatif, mais on n'a pas le choix d'en parler en riant puis de faire des jokes parce que sinon, ça vient deviendrait c'est toujours dans le lourd, respect des défunts puis dans le respect des familles. Mais tu sais, des fois, il y a des moments cocasses où il y a des choses, des situations que les familles ne voient pas puis qu'on réussit un petit peu à manager puis à cacher, à cacher pour que la famille n'y voit que du feu parce que, tu sais, un événement funéraire, c'est... Excusez l'anglicisme, un one-shot deal comme un mariage. Là, tu peux pas rater les funérailles. Fait que si la poignée du cercueil à l'âge, il ne faut pas que ça paraisse. Oui, hein, c'est vrai. Il y a des choses comme ça qu'on apprend à rire, à tourner à la blague, puis après ça, ça devient des faits cocasses. Parfait, good. Le deuxième stéréotype, c'est que faut être insensible pour faire ce métier-là. Ben absolument pas. Je pense que n'importe qui fait le métier va dire que la journée où tu es rendu insensible, c'est que tu n'es plus à la bonne place. Faut faire attention, faut faire preuve d'empathie, pas de sympathie. Fait que, on vit pas le deuil avec la famille. Par contre, il faut comprendre et essayer un petit peu de se mettre à leur place par rapport à la situation qu'ils vivent. On se cachera pas, là, on rencontre des familles qui ont perdu leur enfant, on rencontre des gens qui sont morts tragiquement, fait que pour eux autres, c'est un décès inattendu, fait qu'ils sont dans quelque chose qui les frappe de plein fouet. Puis, tu sais, ça m'est déjà arrivé, moi, de finir des événements, puis d'avoir la larme à l'œil ou d'avoir des situations qui se rapprochent peut-être plus de mon vécu, fait que ça vient me toucher davantage. Puis c'est correct. Puis dans ce temps-là, puis on est toutes pareilles, là, tu sais, des fois, j'ai une collègue que les enfants, ça vient la toucher
plus fortement parce qu'elle est maman. Ben, des fois, elle va prendre une pause du laboratoire, elle va sortir, elle va aller ventiler un 15-20 minutes. Puis c'est correct, puis on est là pour se relayer, puis on essaie de rendre ça le plus humain possible. Puis souvent, on va aller aussi débriefer avec nos collègues quand j'ai une rencontre qui est plus difficile, plus lourde. Je vais m'asseoir avec mon collègue, puis je vais exprimer ce que j'ai vécu. Ça me permet de ventiler, puis... Fait que c'est ça, non, je pense qu'on est toutes... On garde notre sensibilité. Il y a des situations qui viennent nous marquer plus que d'autres. C'est sûr que, ben, tu sais, il y a quand même des beaux décès, tu sais, quand tu décèdes à 95 ans, 98 ans, que tu es super en santé, dans ton sommeil, ou que, tu sais, à un moment donné, la mort fait partie de la vie. Fait que c'est un chemin qui est normal. Le corps sait comment mourir. Fait que c'est ça, on garde une sensibilité, c'est certain, puis chaque deuil... Tu sais, j'ai vu des gens là, qui perdaient leur maman avait 95 ans, là, puis des madames de 60, 65 ans qui sont aussi tristes que s'ils avaient 10 ans puis qui venaient de perdre leur maman, là. Fait que ça dépend aussi du lien que tu as avec la personne. Mais oui, on reste sensible. Mais oui, parfait, good. Le dernier, c'est que tu fais peur aux gens quand tu dis ton métier. Je sais pas, est-ce que je te fais peur? Je sais pas. Ben, en fait, c'est à double tranchant. Il y a des gens qui ont une curiosité quand on nomme notre métier de thanatopracteur ou de thanatologue. Il y a des gens qui vont poser des questions, qui vont être curieux, qui vont s'intéresser. Puis là, je me rends compte qu'il y a toujours une limite, des fois. Tu sais, moi, j'ai pas de tabou. Fait que tu me poses une question, je vais répondre. Puis là, des fois, je vois le visage des gens changer. Puis là, je fais comme, OK, je suis allée trop loin dans les détails, je vais en dire moins. Fait qu'il faut savoir un petit peu s'ajuster. Il y a des gens pour qui c'est hors de question d'en parler parce qu'ils vivent vraiment un grand inconfort. Peut-être parce qu'ils n'ont pas vécu un deuil encore dans leur vie. Peut-être parce qu'ils en ont vécu un puis que ça reste traumatisant ou traumatique pour X raisons. Tu sais, j'ai un de mes meilleurs amis, quand je veux lui parler d'une situation, il me dit... Non, si tu veux qu'on reste amis, on change de sujet. Fait que c'est correct, je respecte ça. Fait que c'est selon l'aisance de chacun, je dirais. OK, parfait. Ouais, moi, c'est ça. Je pense que, pour vrai, la mort, ça me fait tellement peur quand même. Mais moi, j'ai super peur de mourir. Ouais, mais moi aussi, c'est ça. Mais j'ai tellement une curiosité morbide, là, ça n'a pas de sens. Genre, là, je te dis, ce podcast-là, je vais l'adorer, c'est sûr. Mais je sais pas si c'est une curiosité morbide. Je pense qu'on est tous curieux. On a tous les mêmes questions. Au Québec, c'est tellement tabou. On 100%. Dirait qu'on n'en parle pas. Tu sais, il y a des spécialistes du deuil, des psychologues qui disent qu'on devrait davantage aller dans les écoles et éduquer les enfants. Puis, tu sais, je rencontre des gens là, de 40, 50 ans. Je leur dis le mot crémation, ils savent même pas ce que ça veut dire parce que c'est un vocabulaire qu'on n'utilise pas assez. Inhumer quelqu'un... Qu'est-ce que tu veux dire, inhumer? Fait que, tu sais, je pense que même dans notre société en tant que telle, on n'en parle pas assez. Les gens sont aussi mal informés sur combien ça peut coûter décéder. C'est pas vrai que c'est pas cher, mourir. Il y a des frais. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens que c'est triste parce que je les vois dans mon bureau puis ils sont forcés de faire des choix parce que ça n'a pas été planifié puis ça n'a pas été prévu au niveau budgétaire, au niveau de la famille. Fait que, tu sais, il y a quand même des enjeux là-dessus, je pense, qui sont à travailler dans notre population en général. OK, parfait. Good. Parfait. Fait qu'on commence le podcast avec une présentation de ton métier et de toi aussi. Ben de moi. Ben c'est ça, j'ai été enseignante au primaire. Après ça, j'ai bougé un petit peu en direction scolaire. Mais la thanatopraxie, l'embaumement, j'y pensais déjà à 15-16 ans au secondaire. OK. Puis moi, j'allais dans un collège privé, puis on avait eu une journée de carrière où est-ce qu'on pouvait s'inscrire à des ateliers puis rencontrer là, des gens qui venaient nous parler de leur métier. Et je m'étais inscrite à l'atelier de thanatologue. Et j'avais rencontré là, un homme qui travaillait dans le milieu funéraire puis il était venu nous parler de son métier. Et j'étais probablement la seule... qui, elle, moi, je prenais des notes, là, puis j'étais comme, mon Dieu, je veux faire ça. Et je me souviens qu'à la fin, j'avais été lui poser des questions. Puis là, bon, OK, j'ai 40 ans, là, fait que ça fait quelques années. Et à l'époque, le monsieur m'avait dit, mais est-ce que ta famille a un salon funéraire, Andréane? J'ai fait, non. Ben là, il dit, t'es une fille, il dit, ça va être super difficile de te placer, puis il n'y a pas tellement de débouchés. C'est surtout si ta famille a une maison funéraire, physiquement, tu seras pas assez forte. J'étais comme...
Ben voyons OK. donc. Ben oui, mais tu sais, tu recules de peut-être 20 ans. Fait que, tu sais, c'était peut-être pas les mêmes stéréotypes, mais je m'étais vraiment fait dire que j'avais pas ma place là. OK. Fait que j'étais comme, d'accord. Ouais. Alors, c'est pour ça que je suis allée en enseignement. Oui, là, t'avais ta place en enseignement. C'est ça. Mais ça, tu sais, ça m'a jamais sorti de la tête parce que quand j'étais en gestion scolaire, je retournais toujours sur le site du Collège de Rosemont où j'ai fait mon cours, puis là, j'allais lire le pédigree du cours, puis je regardais les descriptions, puis j'étais comme « wow, ça a l'air fun de faire ça, puis ça m'intéresse. » Puis finalement, je sais pas, là, il y a eu quelque chose dans ma tête qui a cliqué, puis j'ai fait « non, je démissionne, je m'inscris, j'y vais le tout pour le tout, je retourne aux études. » Moi, je suis retournée aux études là, pendant la pandémie. Puis mon père est mort la même année où je recommençais mes études aussi. Puis tu sais, mon plus gros regret, ça a été de ne pas faire mon move assez vite pour pouvoir m'occuper de mon père. J'étais vraiment triste de ça, mais en même temps, c'est ça, puis je suis une personne qui a tellement de curiosité. Tu as une question plus loin là, de qu'est-ce que je voudrais faire d'autre si je faisais pas ça. Il y a plein d'autres métiers que je veux faire. Puis je m'arrêterai pas à juste mon métier de thanatologue. Je vais faire autre chose aussi dans ma vie parce que je trouve que c'est tellement important de se développer, puis de vivre de nos passions, puis d'aller explorer d'autres choses. Ben oui. Puis maintenant, on change tout plein de fois de métier. Là, fait que ça, c'est moi. Puis après ça, je te dirais que mon métier, ben ça a deux aspects. Fait qu'on a l'aspect thanatologue. Le thanatologue, lui, il va vraiment rencontrer les familles, planifier les processus de deuil, que ce soit en rencontre d'essai ou en rencontre préarrangement. Pour être thanatologue, on n'est pas obligé d'avoir un cours. Fait qu'on pourrait tout simplement se faire former à l'interne là, par une maison funéraire. Par contre, tout ce qu'on ferait, ce serait des rencontres famille, des soutien famille. Je vous cacherai pas que, par contre, moi, je le conseille fortement d'aller faire au minimum l'AEC. L'AEC qui est disponible là, au campus Notre-Dame de Foix là, à Québec. Puis ils vont l'offrir là, aussi là, prochainement là, à distance là, que j'ai vu. Parce qu'on travaille avec beaucoup de papiers légaux puis beaucoup de déontologie. Fait que je pense que c'est important là, d'être formé par rapport à ces papiers-là, ces démarches légales, puis d'avoir aussi une idée des lois là, qui en règlent le funéraire. Après ça, il y a l'autre partie qu'on appelle thanatopracteur, thanatopractrice. Ça, c'est vraiment une technique, donc de 3 ans, qui se fait soit au Collège de Rosemont à Montréal ou au campus là, Notre-Dame-de-Foix à Québec. Puis sur 2 ans, c'est des cours théoriques et sur la dernière année, c'est une année complète de stage. Et là, c'est vraiment pour aller porter les soins aux défunts, comme l'embaumement ou l'asepsie, les finitions de corps qu'on appelle donc maquillage, coiffure, habillement, les reconstitutions aussi, donc quelqu'un qui décède dans un accident où est-ce qu'on a besoin de reconstituer une partie du visage également, on a ces cours-là. Fait que c'est vraiment cette technique-là qui va nous amener à obtenir un permis qui vient du ministère de la Santé. Et si tu n'as pas de permis, tu ne peux pas pratiquer en laboratoire ici au Québec. OK. Parfait. Good. Hey, en parlant d'habillement de défunts, oui. Je suis en train d'écouter avec mon chum la série Les Boys, qui date de genre 2006. Oui. Puis d'un début, c'est ça, il y a Méo qui travaille dans des services funéraires. Puis là, il y en a un qui est genre son assistant. Puis là, Méo, il le laisse comme tout seul avec le défunt, puis il est comme, habille-le. Hey, là, la scène, pour vrai, il la rentre. Là. Il est pas capable de l'habiller. Bref, en tout cas, c'est ça. On a des trucs. Parce qu'en effet, quelqu'un qui est inerte sur une table, tu sais, une cuisse, une jambe, là, c'est massif, c'est lourd. Puis, tu sais, c'est pas vrai qu'on est toujours 2 dans le laboratoire. Fait qu'on a des trucs, puis il faut faire attention pour pas se blesser aussi. Fait qu'un petit peu comme une préposée aux bénéficiaires dans un hôpital, on a des techniques de travail, de ballon et autres. Puis, tu sais, encore là, quand c'est un défunt qui est avec un poids trop élevé, bien, on va aller demander du soutien parce que c'est important. Notre dos, on en a juste un, puis il faut faire attention. Mais oui, des fois, habiller un défunt, ça peut être rocambolesque. C'est clair. Good. Ben, tantôt, on en a parlé un peu, tu sais, que tu avais commencé pendant la pandémie. Ça fait combien de temps à peu près que tu fais ce métier-là? Ben, en fait, je vais rentrer dans ma 4e année parce que, tu sais, je compte un petit peu mon année de stage là-dedans. Là, tu sais, j'ai été temps plein dans 2 maisons funéraires différentes où est-ce que je
faisais toutes les tâches. Puis pendant ma technique, en fait, je me suis placée au bureau du coroner à Montréal, à la morgue de Montréal. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? C'est que je me suis dit, si je suis pas confortable avec les dépouilles, les défunts du coroner, parce qu'on se le cachera pas, là, c'est des décès qui sont traumatiques, qui sont violents, c'est criminel. Tu vois des dépouilles dans toutes sortes d'états, de la putréfaction, des noyades. Ben, je me suis dit, si je suis pas capable de faire face à ça, puis de trouver la façon de manipuler ces corps-là, puis de répondre à ces dossiers-là, ben, je serais pas à l'aise dans une maison funéraire. Non, fait que moi, tout de suite, on dirait que j'ai décidé d'aller pas dans le pire milieu, là, mais c'est quand même assez intense. Puis je me suis dit, ben, regarde, finalement, je suis heureuse, j'y trouve mon compte, je suis capable de m'acclimater à tout ça. Puis, ben, après ça, quand je suis arrivée en maison funéraire, on aurait dit que tout était plus facile. Ben, c'est sûr, là, parce que c'est pas vrai que tous les décès sont traumatiques, tous les décès sont horribles. Il y a des morts douces qu'on appelle aussi. Oui, parfait. Super. Puis une journée typique à ton travail, ça ressemble à quoi? Il n'y a pas de journée typique dans notre milieu, en fait. Parce qu'en fait, on vit au gré des décès qui rentrent dans une maison funéraire. Fait que je vous dirais qu'à tous les matins, on commence par une rencontre d'équipe. Et puis là, bon, tu sais, comme cette semaine, c'est moi qui ai les appels. Fait que là, c'est moi qui, cette nuit, va gérer s'il y a des décès à domicile ou des décès en CHSLD parce qu'ils n'ont pas de morgue, de salle réfrigérée pour placer les défunts là pour la nuit. Donc là, il faut aller les chercher. Fait que moi, je vais, par exemple, appeler une équipe de transport dans la nuit pour aller récupérer la personne. Fait que là, le matin, quand on commence, ben, on regarde, est-ce qu'il y a eu des décès dans la nuit? Est-ce qu'il y a eu des décès en fin de journée hier qu'on n'a pas eu le temps de faire les transports? Parce qu'on va aller, excusez encore l'anglicisme, dispatcher les urgences. Puis après notre meeting, bien là, souvent, il va y avoir une séquence où est-ce que moi, je vais aller faire mes courriels, mes téléphones, mes suivis famille. Après ça, on va aller faire les urgences au laboratoire, fait que ce soit des asepsies, des préparations pour des moments d'intimité ou des assistances à la crémation ou des embaumements de corps, des finitions. Fait qu'on va aller soutenir l'équipe du laboratoire. Puis après ça, souvent aussi, la journée va être composée de rencontres, des rencontres d'essais, des rencontres de préarrangement funéraire. Puis après ça, il faut faire la tenue de ces dossiers puis ces suivis là, parce que je suis un peu aussi comme une organisatrice de mariage, mais j'organise des funérailles. Fait qu'il faut réserver les églises, réserver les prêtres, préparer les creusages dans les cimetières. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Puis souvent, tu sais, après le dîner, puis en fin de journée, l'équipe, on va toujours se faire un tempo. T'es rendu où? T'as-tu un nouveau décès? Y a-tu quelque chose qui est pressant? Hey, telle personne est prête à telle place. Bon, OK, c'est pas grave, on va prendre lui pour faire un transport. Fait que c'est vraiment une grosse communication d'équipe qui est nécessaire pour pouvoir toujours se retourner sur un DICEN puis prioriser ce qui est vraiment prioritaire. Comme cette semaine, moi, je suis rentrée, ce week-end, c'était mon congé, fait que je suis rentrée lundi, puis c'est tranquille, là. J'ai pas eu de décès du week-end, fait que j'avais juste une rencontre aujourd'hui d'essai, mais par contre, il y a 2 semaines, j'ai eu au-dessus de 8 ou 9 décès, fait que c'était plus que 2 rencontres par jour, parfois. Fait que, tu sais, à ce moment-là, ben il y a certaines choses qu'on met de côté, puis on y va vraiment avec les priorités, là. OK, parfait. Puis en ce moment, là, tu disais que là, t'es de garde, mettons, de nuit, mais est-ce que tu travailles quand même dans le jour? Oui, mais tu sais, on s'entend, là, j'ai pas 12 appels dans la nuit. Puis il y a quand même des centres d'appels qui viennent... comment je pourrais dire ça, gérer quel appel est vraiment important. Fait que nous, mettons, la famille, elle tombe dans le centre d'appel de base. Puis là, après ça, eux, ils vont dire, bon, est-ce que c'est un appel primordial qui nécessite un retour d'appel tout de suite ou ça peut aller à demain matin? Fait que, tu sais, ils vont dire à la famille, ben peut-être que c'est pas important de savoir à quel ordre libeller votre chèque à 9h30 ce soir. Demain matin, quelqu'un va vous rappeler. Fait que moi, je reçois un texto. Fait que là, après ça, je regarde puis je gère selon le texto. Est-ce que ça peut attendre à demain ou je dois rappeler tout de suite puis envoyer une équipe. Fait que, tu sais, je te dirais qu'il y a des soirs où j'en ai pas d'appel. Puis c'est correct. Puis, tu sais, je m'empêche pas de sortir. Regarde, je suis ici avec toi ce soir. Fait que, puis, tu sais, prendre un retour d'appel avec une famille, ça me prend 20 minutes, tu sais, 30 minutes. Puis mon salaire est fait en conséquence aussi que j'ai des semaines de garde, là. Fait que je suis pas épuisée le lendemain matin parce que je n'ai parlé au téléphone toute la nuit. Je te rassure. Oui, c'est cool.
Puis, mettons, quand que, la personne décède, Oui. ceux qui t'appellent, c'est la famille. Oui. C'est Ben, pas, en fait, mettons, je vais l'hôpital faire ou- 2 types d'appels. Ouais. Je vais faire un appel à la famille, premièrement, pour savoir s'ils m'autorisent à procéder au transport, Ouais. pour être sûr que je suis la bonne maison funéraire, Ouais. puis qu'ils m'ont Ouais. vraiment choisi. Puis après ça, pour voir s'ils sont prêts à ce qu'on procède au transport, parce que Ok. parfois, ils vont attendre un frère ou une sœur qui vient se déplacer au chevet de leurs parents, qui n'est pas encore arrivé. Fait que des fois, ils vont nous dire, ben, attendez 1 heure, Ouais. on a besoin d'un peu de temps. Fait que c'est un petit peu pour coordonner tout ça. Puis après ça, leur expliquer un petit peu les prochaines démarches, là, qu'il va falloir prendre un rendez-vous avec un thanatologue là, pour planifier l'événement funéraire, expliquer les papiers légaux. Puis après ça, j'appelle l'hôpital ou le CHSLD parce qu'eux, ils doivent me donner accès au certificat de décès du médecin. Tant que le certificat de décès du médecin n'est pas signé, je ne peux pas procéder à un transport au Québec. C'est la loi qui m'oblige à avoir un constat de décès signé pour pouvoir procéder. Ok. Fait que je vais faire deux appels, en fait. OK, parfait. Good. Sinon, qu'est-ce qui t'a donné envie d'effectuer ce travail-là? Et ça, j'y ai pensé beaucoup, en Ouais. fait. Ça remonte de Ben, j'ai quand goût t'avais d'être cucu. 15 ans. Non, plus loin que ça, pour OK. vrai. Moi, j'ai été élevée par, ben pas élevée par mes grands-parents, mais j'étais très proche de mes grands-parents maternels. Puis OK. mes grands-parents maternels ont eu ma mère très tard. Ils l'ont eu à 40 ans. Fait que mes grands-parents étaient très vieux. Ouais. Fait que moi, mes grands-parents, ils m'amenaient à l'église. OK. Puis je me souviens que mon grand-père, il m'amenait à des funérailles. Puis mes grands-parents sont morts, j'étais quand même assez jeune, là, je dirais 7 ans, 8 ans. J'ai toujours trouvé beau les rituels funéraires. Pas parce que je suis croyante puis que je ne vais pas à l'église pour prier, Non. mais je trouve que ça fait partie de notre culture. Il y a des gestes qu'on pose, des rites qu'on fait qui ont une signification qu'on oublie presque de pourquoi on fait ça, mais que ça reste quand même dans le temps. Puis je me souviens quand mon grand-père maternel est mort, que je m'étais posé beaucoup de questions parce que, tu sais, ma mère, elle nous avait impliqués beaucoup. Là, je me souviens que j'avais porté la croix dans l'allée puis que je pleurais parce que j'étais triste puis que je me disais dans ma tête, pourquoi il faut que je fasse ça? Puis qu'après ça, il y avait eu la réception. Puis là, moi, j'étais sortie dehors. Puis là, j'entendais les gens rire. Puis je me demandais pourquoi les gens, ils rient. Mon grand-père est mort. Puis, fait que, tu sais, de un, j'aime les rituels. De deux, ces rituels-là m'ont amené beaucoup de questions quand j'étais petite. Mon grand-père m'amenait dans les cimetières prendre des marches. Il m'expliquait que telle personne, c'était son ami, puis qui était, tu sais, fait que je pense que ça vient un peu de lui. Puis mon amour pour l'anatomie aussi, le corps humain. J'ai toujours été fascinée. Tu sais, mon cadeau à 14-15 ans, mes parents m'avaient amené voir le Body World, là. C'était des musées de dissection, des cadavres disséqués, en fait. Puis je me souviens, là, écoute, mon cadeau d'anniversaire, c'était les livres de dissection, puis le DVD de dissection, puis j'écoutais ça et j'adorais. Fait que c'était un peu glauque, là. Mais bon, bref, mes parents n'avaient pas l'air si inquiets que ça. Ouais, non. Fait que, tu sais, c'est ça, mon amour pour l'anatomie, puis mon amour pour les rites, puis peut-être mon ouverture au monde. C'est magnifique aussi de voir les différentes cultures, comment ils vivent leur rite funéraire. Il y a des belles choses qui se font, qui sont significatives, que je pourrais peut-être te nommer plus tard, mais j'ai travaillé avec les gens à Mohawk de la réserve à Kanawagé, qui ont de magnifiques rituels. Même qu'à la limite, moi, je suis jalouse parce qu'ils ont un respect des défunts et des funérailles qu'à la limite, peut-être nous, le peuple québécois, on a un peu moins. Nous, souvent, il faut que ce soit fait simple, pas de flop-flop, puis rapidement, puis tandis que eux, tout s'arrête sur la réserve, puis on paie respect aux défunts. Sinon, je travaille ici avec des gens qui viennent d'Haïti, du Congo. Fait que les autres aussi ont des belles façons de faire. C'est très différent de nous. C'est quasiment des fêtes pour eux. Puis vraiment, toute la communauté se déplace aussi. Fait que, mon ouverture sur le monde aussi vient m'allumer un peu. Ben c'est vrai, puis on n'y pense pas, tu sais, que les services funéraires, c'est pour toutes les cultures, là. J'ai l'impression que moi, dans ma tête, c'était vraiment, c'est à l'église. Puis de plus en plus au Québec, on devient pluriethnique. Puis, tu sais, ici, on est une terre d'accueil à Saint-Hyacinthe. Fait que ces gens-là, on se dit que les embaumements en cercueil sont sur le déclin. Ben moi, je pense qu'avec ces communautés-là, au contraire, parce que pour eux, exposer un corps, c'est hyper important. Puis, il y a des gens, des communautés comme les Italiens, les Haïtiens, les Congolais, c'est impossible qu'on n'expose pas un défunt ou qu'on ne l'enterre pas parce que pour eux, ça va contre leur culture puis leur rite. Fait que je pense que même au contraire, ces rituels-là vont nous permettre, nous, un petit peu
de remettre de l'avant la présentation d'un corps. Métier, ouais. OK, parfait. J'avais une question en plus là-dessus plus tard, mais on y a répondu. Sinon, est-ce que ça a été difficile de rentrer dans ce domaine-là? Je pense que jadis, naguère, c'était très contingenté parce que j'ai déjà lu qu'il y avait des tests psychométriques pour pouvoir rentrer, puis ils regardaient au niveau psychologique si c'était assez solide pour travailler dans ce milieu-là. Aujourd'hui, je te dirais que non. Il faut des notes, là, parce que je vous dirais que la technique est assez quand même difficile. Ouais. Moi, j'ai fait un bac en enseignement et c'était du bonbon comparé à ma technique. Puis ça, on en reparlera un petit peu plus tard, mais... c'est ça, pas difficile à rentrer. Par contre, je te dirais que dans les cohortes, là, on rentre énormément. Moi, nous autres, on est rentrés, on était 75. Okay. On a fini 12. Et c'est bon quand même. Fait que ça s'élague à travers les années. Ouais. De un, bon, il y a des gens qui, clairement, après 3 semaines, 1 mois, ils comprennent que c'est pas pantoute leur morceau de gâteau. Là. Après ça, t'as des gens qui laissent parce que les cours d'anatomie... La première année, là, c'est les cours là, les plus bourre-crâne que j'appelle. T'as de l'anatomie, de la microbiologie, de la pathologie, de la chimie. Fait que, tu sais, il y a des gens qui font comme, ben, regarde, je suis juste pas capable. Parce qu'ils sont échec sur échec. Puis après ça, tu as des gens, je te dirais que c'est rare les gens que j'ai vus mener les cours de base au cégep et la technique en même temps. Okay. Souvent, eux vont le faire sur 4 ans parce que les cours sont trop demandants au niveau de la thanatopraxie. Puis là, je veux pas décourager personne, mais je veux quand même être réelle là, sur moi, ce que j'ai vécu. Puis je suis quand même une étudiante. Tu sais, j'ai toujours été bonne à l'école, là, mais j'avais besoin d'étudier mon anatomie. Puis c'est pas vrai, tu sais, si vous pensez vous inscrire puis pas avoir à étudier, pas avoir à réviser, oubliez ça, là. Choisissez autre chose. Il faut les savoir, nos repères musculaires, nos repères osseux. Tu sais, on n'a pas de pouls sur le corps comme une infirmière là, pour aller chercher le vaisseau. Vrai, hein? Fait qu'il faut connaître nos repères, il faut connaître nos maladies parce que ma pathologie va avoir un impact sur la solution que je vais créer, que je vais injecter au défunt. Parce que, tu sais, moi, ça, c'était une mauvaise conception que j'avais. Moi, dans ma tête, on prenait la même solution pour tout le monde. Moi, je prenais la bouteille, je versais ça dans la machine et ça s'arrêtait là. Non. Tu crées ta petite potion magique selon le défunt que tu as. Fait qu'il faut que tu apprennes à travailler avec plein de produits chimiques qui ont des vertus différentes que tu apprends en chimie. Fait que, tu sais, pour vrai... T'sais, c'est pas pour rien qu'il y a 12 personnes qui restent à la fin. De 2 aussi, de 2, de 3, de 4. Il y a des gens qui arrivent un petit peu avec la mauvaise conception de... Puis, tu sais, je veux pas avoir l'air cliché, là, mais tu sais, quelqu'un d'ultra gothique en noir, et j'aime la mort et je veux m'occuper de défunts toute ma vie. Et... Mais c'est parce que c'est pas juste ça. Tu sais, oui, il y a une partie qu'on fait du laboratoire, il y a une partie où on s'occupe du défunt, mais il y a toute la partie où tu rencontres la famille, il y a toute la partie où il faut que tu aies un aspect social avec la famille. Fait qu'il y a des gens souvent qui se rendent compte que il y en a quelques postes là, que tu fais juste du laboratoire, mais il faut que tu sois dans les grands centres comme Montréal ou Québec. Mais tu sais, dans des petites villes ou dans des régions, il faut que tu sois hyper versatile. Il faut que tu sois capable d'être dans le labo, il faut que tu sois capable d'être en bureau avec une famille, il faut que tu sois capable d'aller faire un transport. Fait que tu sais, les gens qui viennent pour faire juste du labo, ben souvent, ça s'éteint vite. Ah non, c'est clair. J'avais un cours de sociologie de la mort au cégep. Super intéressant. Puis la prof, elle me disait qu'il y a un de ses amis qui avait étudié, je pense que c'était à Saint-Jean, là. Je sais pas c'est quoi le cours qui se donne à Saint-Jean, mais en tout cas... de mort ou je sais pas trop, bref. Puis c'est ça qu'elle avait dit, dans le fond, premier cours, le prof est arrivé avec un cadavre. Dans le cours. 3/4 du monde sont partis, ils sont plus jamais revenus dans le cours. Ben, tu sais, je te dirais que peut-être que la méthode a changé. Nous, je pense que ça a pris facilement 1 mois et demi avant qu'ils nous mettent en contact avec un corps. Puis encore là, tu sais, ils nous ont préparé beaucoup. Puis, tu sais, ils laissent place à, tu sais, si vous n'êtes pas confortable la première fois, c'est pas grave. Avant d'être en vrai, ils nous montrent des vidéos aussi. Puis, tu sais, je me souviens que, tu sais, il y a des gestes de thanatopracteur
que, tu sais, je regardais sur la vidéo, comme, tu sais, par exemple, on désinfecte les yeux, là. Ah! Fait que là, tu sais, on passe une ouate sur l'œil. Fait que là, tu sais, tu fais comme, oh, mon Dieu, ouais. ça, hein? Ouais. Mais, tu sais, on dirait que au début, tu restes avec le concept que, mon Dieu, ça doit faire mal. Mais en même temps, Ouais. tu sais, la personne, elle ne sent plus Oui, rien. non, Fait que, c'est tu sais, c'est important de le faire dans le respect, bien sûr. Ouais. Mais, tu sais, fait qu'il y a des gens que, déjà, au concept de vidéo, eux Ouais. autres, c'est non, Ouais, c'est merci, clair. je n'irai pas plus loin. Ouais. Euh, Ça sert à quoi, mettons, de désinfecter les yeux? Ben, c'est parce que souvent, par exemple, si on est alité très, très, très souvent, on peut avoir des sécrétions au Ok. niveau de l'œil, on peut avoir des conjonctivites, Ok, on ok, peut ok. avoir... Fait que nous, on va aller bien laver l'œil pour après ça aller poser une coquille, en fait, là, un Ok. cap eye qu'on appelle en anglais, pour aller empêcher que la paupière relève. Mhm. On va aller recréer aussi là, le bombement de l'œil là, Ah, selon ouais, des ok. repères anatomiques puis on a notre petit truc avec notre petit outil qu'on Ok. vient mesurer. Puis après ça, on vient coller l'œil pour bien le fermer. Ouais. Oui. Fait que c'est pour ça on aime toujours travailler sur une surface propre puis une surface Ben oui. désinfectée parce que aussi il y a une question de moi, il faut pas que je me rende Ouais. malade, il faut pas que je m'infecte. Fait que tu sais, on travaille avec des gants, un Mhm. sarrau, un masque, un tablier parce que, ben oui, il y a des risques de contamination croisée si on travaille Ah ouais, mal c'est et sûr. autres. Fait que oui, on essaie de toujours être dans un milieu le plus propre, j'ai un champ de travail qui est désinfecté, j'ai un champ de Mhm. travail qui est sale, on vient pas contaminer, j'ai Ouais. des bacs de désinfection, j'ai des façons de désinfecter mes instruments aussi après. Ok. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi qu'on apprend à voir. là. Mhm. Puis tantôt, tu parlais tu sais, de toutes les étapes, mettons la crémation, Oui. le maquillage, puis tout. Est-ce que toi, tu fais tout? Oui. Ouais. Quand tu fais la technique, tu apprends vraiment à tout Ok. faire. Je te dirais que la crémation, ça, souvent, les maisons funéraires vont avoir des opérateurs Ouais. de four qui vont rester sur place. Mhm. Fait que moi, tu peux pas me Ouais, mettre ouais. demain matin sur un four Non, non, là, non, sans ouais. m'avoir formé minimalement. Mais j'ai ma collègue qui, elle, le fait. Là, elle passe d'un embaumement, puis elle passe du four. Ok. Puis, fait que, tu sais, il n'y a rien qui est impossible. Ouais. Moi, où est-ce que je suis présentement, mes tâches de travail ressemblent plus à la rencontre famille, laboratoire, planification de funérailles. Ok. J'aide également à tout ce qui est service clientèle, satisfaction clientèle, parce que, tu sais, on est quand même une entreprise, Ouais. puis il faut trouver une façon de satisfaire là, les Mhm. familles qu'on sert. Après ça, tu sais, du transport, je peux en faire, Ok. mais on se le cachera pas que moi, je n'irai pas faire un domicile 300 livres par terre. Mhm. On va envoyer des hommes, Ouais, on va ouais. envoyer... Puis c'est pas une question de sexisme Ah ouais, ou mais de non, tu sais, mais de un, il faut pas que l'anatomie ça de- ouais. traîne, il faut avoir de l'air professionnel. Souvent, des fois, il peut y avoir des gens de la famille qui nous regardent. Fait que, tu sais, souvent, ça va être 4 hommes qui vont y aller puis qui vont opérer. Mais, tu sais, dans un CHSLD, quelqu'un de 100 livres, je peux y aller, il n'y a Ouais. pas de problème. Fait que oui, on apprend à tout faire dans la technique. Puis je pense que c'est le meilleur atout que vous pouvez prendre dans votre manche si vous allez étudier dans ce domaine-là. Mhm. Soyez versatile. Ouais. De un, ça vous aide à vous trouver un emploi. Vous pouvez vous positionner partout par la Mhm. suite. Puis soyez aussi ouvert d'esprit à apprendre. Puis même les choses qui vous rendent pas à l'aise. C'est super niaiseux, là, mais moi, conduire un véhicule, Oui. ben, en fait, reculer un véhicule, Ouais. rentrer des véhicules, puis nous, où est-ce que je travaille, on a un garage qui est particulier, là, Ok. en pente, à reculons. Ok, ouais. Puis là, les premiers 6 mois, j'étais comme, je pense pas que je vais arriver à rentrer les véhicules. Ben, tu sais, à un moment donné, je me suis forcée, Ouais. puis on le fait, puis on apprend, puis, tu sais, il va falloir que tu le conduises peut-être le corbillard un jour, même si c'est gigantesque, puis que tu as peur de l'accrocher. Puis, fait que c'est un métier que je trouve qui nous amène à nous pousser puis à nous dépasser plus loin parce Ok. qu'on est face à plein de situations Ouais, différentes. ouais. Ah, Ouais. c'est cool. C'est quoi ta partie la préférée, mettons, dans tout ça, dans ce que tu fais? Ma partie préférée, moi, j'ai un dada pour les rencontres famille, là, parce que j'aime beaucoup les rencontres humaines. J'aime beaucoup apprendre à connaître le défunt. Fait que souvent, en première partie de rencontre, je vais demander à la famille de me parler un petit peu de la personne, parler un petit peu de ce qu'elle a vécu avant son décès, sa maladie, ou ce qui est arrivé, parler un petit peu de comment elle était, sa carrière, sa vie. Puis après ça, la partie qui me motive le plus, c'est par exemple de présenter un défunt à une famille puis de voir l'apaisement que ça leur apporte. Tu sais, des familles qui viennent nous voir après un événement puis qui font comme « Merci, vous nous avez tellement aidés, vous nous avez tellement soulagés, on est arrivé ici, on avait plein de questions, puis ça a tellement été facile et simple. Merci, tu sais. » Fait que moi, ça, c'est ma plus belle paye, puis je le fais pour ça. Tu sais...
dernièrement, je me suis occupée d'une personne, puis tu sais, sa famille voulait la revoir absolument. C'est probablement de qui je parle. Non. Il y a eu un gros décès ici à Saint-Hyacinthe. OK, oui. C'est quelqu'un là, qui a eu un accident de véhicule là, à vélo, puis sa famille, c'est important de la revoir, puis on a fait un beau travail, puis ils ont pu la revoir, puis tu sais, ils l'ont revue en famille restreinte, puis tu sais, ça, c'est un événement qui m'a fait monter une larme parce que t'sais, ces parents-là, c'est inconcevable de perdre un enfant, là, ça va contre toutes les lois de la nature. Ben, je me dis, au moins, j'ai pu leur offrir ça dans leur douleur. Puis, tu sais, ça l'enlève pas. Puis, tu sais, j'ose pas dire que je leur fais du bien, puis que je leur enlève leur deuil, puis que... Non, mais au moins... Mais, tu sais, je me dis, au moins, j'ai contribué peut-être à un petit quelque chose qui fait que ça va un peu peut-être les apaiser. Fait que ça, c'est vraiment ma paye. Ouais, c'est clair. Puis, c'est comme ça dans plein de décès, dans plein de situations. Oui, parfait. Sinon, si on y va à l'inverse de ça, c'est quoi la partie que tu trouves la plus difficile de ton travail? Je suis une fille de défi. Le plus difficile... je te dirais que parfois, c'est peut-être l'irrégularité des périodes de rush. Okay. Il y a des semaines où est-ce que ça va être un rythme régulier. Ouais. Puis il y a d'autres semaines où est-ce que, je rentre une journée où est-ce que j'avais congé pour finir mes dossiers parce que là, ça déborde puis qu'il y en a trop. Puis tu sais, j'ai un patron qui est super fin, il me remet mes journées en banque. Mais tu sais, c'est... Puis tu sais, ce patron-là, il vient du domaine funéraire, il a grandi là-dedans. Fait qu'il sait que quand c'est le rush puis que ça décède là, ben il faut les sortir là, les dossiers. Puis, tu sais, ça, c'est une partie peut-être que mon conjoint, il comprend peut-être un peu moins dans le sens que, pourquoi tu vas durant ton congé, finir tes choses? Ben c'est parce que la funéraille est dans une semaine. Fait que j'ai pas le choix de les faire, les choses. J'ai un deadline à respecter. Ben oui. Fait que des fois, il y a cette partie-là qui est peut-être plus difficile. Okay. Mais sinon, tu sais, même s'il y a des choses qui sont difficiles en laboratoire... je vais me faire un plan de match, je vais en discuter avec mes collègues. Des fois, on va travailler à deux, puis on va s'encourager. Puis, tu sais, notre paye, c'est après de se dire « Hey, on a réussi. On pensait pas réussir. Puis, hey, finalement, on a été capable. » Tu sais, fait que... c'est ça. Je pense que c'est de rester optimiste, de ne pas se décourager, puis d'y aller une étape à la fois quand on fait du travail de labo. Tu sais, des fois, on reçoit des corps qui sont dans un état que tu te dis impossible. Puis, tu sais, des fois, tu vas aller chercher tes collègues, puis tu te dis, tu penses-tu que je suis capable de reconstruire ce visage-là ou de... Puis là, t'en as qui vont faire « Ah, non, touche pas à ça, promets rien en famille. » Puis là, t'en as d'autres qui vont faire « peut-être côté droit, moi, je pense que c'est pas si pire. » Puis, tu sais, fait que, tu sais, ça dépend de chaque personne. Chaque personne, on a nos compétences en laboratoire. Chaque personne, on a nos forces. On embaume tous aussi un peu à notre manière. Fait que, tu sais, moi, c'est niaiseux, là, mais à la limite, quand je vois un défunt dans un cercueil, je suis capable de dire qui dans notre équipe a embaumé. On a comme tout un peu nos signatures. Même chose pour les finitions. Mais, tu sais, fait que je pense que c'est de pas s'arrêter, puis je pense aussi que c'est de s'écouter en tant que personne, que si tu sais que c'est ta limite, là, puis que tu y arriveras pas, là, ben fais pas des fausses promesses à la famille de « Ah oui, je vais vous le présenter, puis il va être majestueux et magnifique. » Si c'est pas possible, c'est pas possible, tu sais. Par contre, tu sais, la psychologie, les études de psychologie le démontrent que de revoir un défunt, c'est la meilleure chose qu'on peut pas faire pour aider au processus du deuil. Là. Il y a plein d'études qui sont sorties là-dessus depuis des années. Là. Hey, j'aurais pas pensé. Ouais. Puis, tous les rituels funéraires aussi, c'est la meilleure chose qu'on peut pas faire pour aider au processus de deuil. Pourtant, on s'écarte tellement de ça, nous, les Québécois, puis on veut pas. Fait que, tu sais, je pense que ça vaut la peine de... Tu sais, des fois, c'est déjà arrivé là, qu'on n'a pas été capable, mettons, de reconstruire un visage au complet. Ben, qu'on avait présenté juste un demi-visage, puis que l'autre moitié, on l'avait caché. Mais tu sais, ça avait été expliqué à la famille avant. Ça avait été fait en présentation très privée avec la famille proche. Puis tu sais, il y a des familles qui te disent... Moi, là, je m'en fous de voir juste un visage, juste un demi-visage. Là. Moi, ce que je veux, c'est le toucher, tu sais. Fait que des mains, là, ça se reconnaît. Un oreille, des cheveux, ça se reconnaît, ça se touche. Fait qu'il y a des familles que, des fois, ça n'a pas été possible d'aller jusqu'au maximum...
de la reconstitution, mais on a quand même pu présenter le défunt d'une certaine manière qui n'était pas traumatique, qui n'était pas choquante, qui n'était pas irrespectueuse et qui a quand même fait du bien aux gens parce qu'on a été cash avec eux puis qu'on leur a dit c'était quoi notre limite aussi. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Je trouve ça tellement intéressant. J'aurais plein d'autres questions, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est un métier que je ne ferais jamais de ma vie, mais... Ben, il y a plein de gens qui disent ça. Ah ouais, vraiment. Non, mais des questions, là. Good, sinon, ben, on en a parlé un peu tantôt, mais si tu avais à changer complètement de métier, tu irais dans quoi? Ben là, ce qui m'intéresse fortement, puis que je fais à temps de mon côté, mon temps personnel, là, j'aimerais ça faire de la script édition. C'est quoi ça donc? Ben, c'est écrire des textes, soit pour des humoristes, pour la radio, pour... j'aime beaucoup l'écriture. Nice, de mon passé d'enseignante, j'aimerais beaucoup écrire des livres pour enfants aussi. Ouais. Puis j'aime beaucoup le dessin, fait que je me dis, je me lancerais peut-être à moi-même faire les illustrations. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux, dans les prochaines années, approfondir. Un peu plus. Cool, parfait. Les études, ben, on en a parlé un peu tantôt. Sinon, c'est quoi les compétences essentielles pour quelqu'un qui voudrait faire ce métier-là? Ben, il y en a plusieurs. Tu sais, j'ai parlé de la versatilité. Je dirais la rigueur. Puis tu sais, tu m'avais envoyé les questions à l'avance, puis je m'étais dit, je dis-tu professionnalisme ou rigueur, tu sais? Mais non, je maintiens rigueur parce que c'est pas juste d'être professionnel, c'est que tu peux pas te permettre de faire des erreurs dans ce milieu-là. Tu peux pas te permettre de mettre le défunt dans le mauvais cercueil. Tu peux pas te permettre de... C'est déjà arrivé. Ben écoute, ça pourrait. C'est ça. Mais, tu sais, tu peux pas faire la crémation de la mauvaise personne. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on vit dans un milieu où est-ce qu'il y a beaucoup de vérifications, de contre-vérifications. C'est pas du tout les mêmes personnes qui vérifient d'une étape à l'autre pour être sûr qu'il y en a pas d'erreur. Tu peux pas réserver la mauvaise date à l'église. Tu peux pas oublier d'aller préparer un creusage dans un cimetière puis que la maison, la famille arrive là puis qu'il y a pas de fosse, tu sais. Fait que c'est un milieu où tu dois être hyper rigoureux, tu dois être hyper à ton affaire, organisé pour que, justement, il n'y ait pas d'anicroche parce que, comme je disais, comme un mariage, il n'y a pas de prise d'eux pour des funérailles. Après ça, je dirais ouverture d'esprit. Tu sais, il y a des familles qui vivent leur deuil de plein de façons différentes. Il ne faut pas juger. Il y a des gens aussi qui sont dans un processus de deuil, tu sais, qui n'ont pas toutes eu une belle relation avec leurs parents, par exemple. Ils ont pas toutes... Fait qu'eux autres, ça leur prend peut-être tout leur petit cash de venir s'occuper de leur père qui n'a pas été super gentil avec eux toute leur vie, tu sais, mais ils le font quand même. Fait que, tu sais, des fois, ça serait facile de dire « il fait rien pour son père, puis il fait pas d'événements. » Mais non, tu sais, c'est sa façon, puis c'est la relation qu'il avait avec lui, puis c'est correct. Puis une ouverture aussi face aux communautés qui sont différentes, puis à leur rythme. Je pense que notre devoir comme thanatologue, c'est d'essayer de répondre au mieux à leurs besoins, puis à leurs rituels qui vont leur faire du bien. Puis, je te dirais aussi l'empathie. Être capable de se placer un petit peu à la place de l'autre, mais sans être totalement à sa place. Puis comme, tu sais, la question que tu disais, là, d'être, tu sais, quand tu es rendu insensible, c'est parce que tu n'es plus à la bonne place. Puis, c'est pas vrai que tu peux traiter les familles comme des numéros un après l'autre. Chaque cas est différent. Parfait. Je dirais c'est les meilleures compétences. Good. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qu'on n'apprend pas à l'école, mais qui est important à savoir sur le terrain? Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est peut-être pour ça qu'on est 30 semaines en stage. Ben, tu sais, ça dépend de chaque milieu aussi. Il y a des maisons funéraires qui sont différentes. Nous, on appelle ça des grosses entreprises, moyennes entreprises, petites entreprises. C'est sûr que dans les grosses entreprises, là, je n'aimerais pas les bannières, mais c'est des milieux qui sont syndiqués, puis souvent, tu vas te tenir à un poste, puis si tu rencontres des familles, tout ce que tu vas faire, c'est faire des rencontres de famille. Si tu es au laboratoire, tout ce que tu vas faire, c'est de l'embaumement en chaîne, fait que tu vas peut-être en faire 4 par jour, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui sont attirés par ça, puis c'est correct, mais tu sais, moi, personnellement, je voulais pas faire du laboratoire de 9 à 5. Parce que, premièrement, pour moi, tu sais, physiquement, c'est difficile quand même, du laboratoire, là, au niveau articulaire, puis au niveau... oui, ben, tu sais, on a des tables qui s'ajustent, mais quand même, puis tu sais, de bouger les corps, les défunts avec un certain poids, là, c'est pas toujours évident, là. Fait que moi, honnêtement, moi, personnellement, j'aurais pas fait une carrière de ça 40 heures semaine pendant 20 ans, là.
Puis après ça, ben, tu as les moyennes entreprises, les petites entreprises. Fait que, tu sais, dans ces milieux-là, souvent, ben, comme je disais, il faut que tu sois versatile parce que tu vas aller toucher à différentes choses. Puis, par exemple, tu sais, comme là, c'est l'été, ben, c'est les périodes des vacances. Fait que, tu sais, peut-être que je vais en faire plus de laboratoires, peut-être que je vais être amenée à en faire des transports parce qu'il va manquer des gens. Fait que, tu sais, je te dirais que tu apprends à... Ce qu'on t'apprend pas à l'école, c'est de manager toutes les tâches ensemble. Tu sais, c'est pas vrai que tu vas t'enfermer dans ton laboratoire, que tu vas faire ton embaumement pendant 2h30 sans être dérangé. Tu sais, moi, on vient cogner, Andréane, de telle famille qui t'appelle, Andréane, telle église, là, ça presse, il manque une fiche, ils l'ont pas reçu au bon courriel. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'apprendre à gérer tout ça. Puis, tu sais, tant que t'es pas sur le plancher, tu le vis pas, là, le matin où t'arrives, là, puis que t'en as 6 qui sont décédés dans la nuit, là, puis là, bon, OK, tu commences par quelle priorité, là? Fait que d'apprendre à gérer tes priorités en stage, c'est ça vraiment, je pense que c'est pour ça qu'ils nous laissent aussi longtemps en stage. Puis, tu sais, on a des quotas aussi là, d'embaumement à faire. Fait qu'il y a un stage d'automne, un stage d'hiver, il faut faire 20 embaumements par stage pour essayer de voir le plus de types de défunts possible. Fait que, tu sais, puis on s'entend, là, j'ai fini mon école, puis j'ai eu des cas d'embaumement que... même si je l'avais vu dans un cahier, je l'avais jamais fait théoriquement parce qu'il m'en était jamais présenté des cas comme ça, tu sais. Fait que là, tu fais comme « Ah, bon, ben OK, j'espère que ça va bien aller. Puis je vais appeler mon collègue qui a plus d'expérience que moi pour être sûr que je vais valider qu'est-ce que je vais faire. » Puis, tu sais, même si tu sors, il y a des situations qui vont se présenter à toi que tu n'auras pas vécues, mais je pense que c'est d'avoir travaillé les bons réflexes, que d'aller demander de l'aide, d'être capable de nommer c'est quoi tes limites, puis de te faire soutenir aux besoins. Là. OK, good, parfait. En quoi consiste concrètement, mettons, la préparation d'un défunt? Oui! Ben, il y a 2 types de préparation. Okay. Il y a l'asepsie, puis il y a l'embaumement. OK. Une asepsie, c'est une préparation de base, puis je te dirais que de plus en plus les maisons funéraires misent sur ça maintenant. Okay. Ça permet de revoir le défunt avant la crémation. Okay. Fait qu'on va pas aller extraire les fluides, donc le sang, par exemple, du défunt. Fait que c'est vraiment juste un soin du corps de base. On va aller laver le défunt, on va aller fermer la bouche, fermer les yeux, on va aller désinfecter. Après ça, on va aller coiffer la personne. Si la famille nous apporte des vêtements, on va l'habiller. On va la positionner là, dans son contenant de crémation. Puis après ça, la famille peut avoir un moment privé là, avant qu'on procède à la crémation pour revoir la personne décédée. Ça doit se faire là, la même journée que la crémation. On a des lois là, qui encadrent ça. Fait que ça, c'est l'asepsie qu'on appelle. Après ça, il y a l'embaumement. Fait que c'est certain que si on veut présenter quelqu'un publiquement dans un cercueil, puis que ça fait plus que 48 heures qu'il est décédé, on est obligé de procéder là, à un embaumement. On peut juste présenter des corps dans des cercueils aussi au Québec, là, c'est légiféré. Donc, à ce moment-là, le processus d'embaumement, ben il y a beaucoup de gens qui se mélangent, là, ils pensent qu'on sort tous les organes. Là. Donc, c'est pas une autopsie. Okay. Ça peut se faire, mais c'est quand, par exemple, on a des doutes sur la cause du défunt, de la cause de la mort, pardon. Mais ça, c'est pas les thanatologues qui vont faire ça. Ça va être des pathologistes dans des hôpitaux ou à la morgue de Montréal. Fait qu'on peut être amené, oui, à embaumer ce type de défunts-là qui ont eu une autopsie, mais tu sais, c'est vraiment pas une majorité. Okay. Fait que sinon, c'est super doux, là. Il y a une petite incision ici qui se fait là, au niveau de la clavicule. On va aller soulever là, l'artère carotide, puis la veine jugulaire. Puis, en fait, on va aller dégager le sang qui est dans le corps avec une pompe à injection qu'on appelle. Fait que dans la pompe à injection, il y a une solution de formaldéhyde qu'on a créée selon les besoins du défunt. Fait que s'il est très déshydraté, je vais faire une solution qui est plus hydratante. S'il y a de l'œdème, là, je veux vouloir diminuer l'hydratation qu'il y a dans le corps, je vais faire une solution qui est plus asséchante. Fait que cette solution-là va aller prendre la place dans le système artériel. Elle va pousser le sang par les veines et le sang va se drainer par la veine jugulaire.
Oh, fait que ça, c'est dans les bons cas où ça va bien. Oui, ouais. Fait que ça, on appelle ça un embaumement en 1 point. Okay. Mais après ça, tu sais, par exemple, ça peut arriver que le fluide d'injection ne se rend pas au niveau des jambes parce qu'il y a de l'artériosclérose. Fait qu'à ce moment-là, ça se peut qu'on ait à soulever des fémorales ou qu'on ait à aller soulever d'autres artères sur le corps. Puis après qu'on ait fait ce travail-là d'injection, là, puis tout au long du processus d'injection, on va masser le corps pour aller stimuler le flot sanguin puis que la solution se rende bien. Puis on apprend des signes. Fait que par exemple, notre formaldéhyde est un petit peu teinté. Fait que par exemple, les doigts vont reprendre une couleur rosée. Fait que là, on comprend que notre solution s'est rendue jusqu'au bout des mains. Fait qu'on a atteint notre objectif de la main, du bras, par exemple. Ben, on va aller vérifier. Même quand on est mort, on a droit à un petit massage. Ben oui! Mon patron, il dit tout le temps, on fait comme s'il était au spa. Oui, vraiment. Puis après qu'on ait fini ce processus-là au niveau du sang, on va aller traiter les organes internes. Fait que les organes vont rester dans le corps. On va faire seulement une petite incision là, près du nombril. On va aller aspirer les liquides, les fluides qui sont dans les organes. Fait que, par exemple, il peut y avoir de l'eau sur les poumons, il va y avoir du sang qui va rester dans la cavité cardiaque. On va aller aspirer ce qui se trouve au niveau des intestins, de la vessie. Puis quand tout va être aspiré, on va aller injecter encore là une solution de formaldéhyde sur les organes pour venir assécher les organes là, pour éviter qu'il y ait un processus de décomposition. Après ça, on va refermer nos incisions, on va aller laver notre corps, on va aller, si on n'a pas fini de fermer la bouche, fermer les yeux, là, il y en a qui le font avant, il y en a qui le font après, ça dépend. Puis après ça, on va fixer notre défunt parce que notre solution, elle va venir un petit peu... plastifier les tissus. Fait que ça vient fixer vraiment. Fait que on va positionner la personne souvent avec les mains déjà sur le corps, là, comme la position qu'elle aura dans le cercueil. On va bien placer la tête. Puis souvent, tu sais, avant, jadis, on préparait la personne le jeudi, mais le vendredi, c'était les funérailles. Mais maintenant, c'est plus vraiment le cas. Là. Des fois, les funérailles peuvent aller 2 semaines plus tard. Fait qu'après ça, le corps va aller au niveau de la salle réfrigérée. Puis après, environ 48 heures avant les funérailles, on va ressortir le défunt pour le laisser tempérer. Après ça, on va faire son habillement, on va faire le maquillage, on va faire la coiffure. Après ça, on va faire ce qu'on appelle la mise en cercueil. Fait qu'on va aller positionner le défunt dans le cercueil, le positionner en salon. Fait que ça ressemble un petit peu à ça là, au niveau des étapes. OK. Puis pour les deux, tu disais, mettons, ça prend combien de temps à peu près? Une asepsie, je te dirais que ça prend peut-être 30-40 minutes. Oh, mon Dieu, c'est quand même assez rapide. Puis après ça, un embaumement, si tout va bien, là, tu sais, mettons un beau petit one point, comme je t'ai dit, 2 heures, 2 heures et quart. Il peut y avoir des embaumements qui t'en prennent 4 parce que, bon, là, t'as dû lever les 2 fémorales, t'as dû lever des tibiales, c'est toutes des artères. Fait que, tu sais, ça dépend un petit peu aussi là, du travail que t'as à faire. Là. Quelqu'un, par exemple, qui est mort dans un accident de voiture où est-ce qu'il y a des plaies à suturer, des plaies à assécher, ça va être un petit peu plus long, c'est sûr. Fait que ça dépend toujours un petit peu du travail qu'il y a à faire, mais généralement, 2 heures, 2 heures et demie, là, t'as terminé. Là, question, je sais pas si on va là-dedans, là, mais est-ce que tu dois avoir plus de belles morts quand même que de morts dégueulasses? Là, Oui. Tu sais, des personnes âgées. Ouais, tu sais, je te dirais, dans ma grosse semaine de rush, c'était tous des gens dans le 80 ans. Là. Mais comme il n'y a pas de... C'est quand même triste de perdre un papa, une maman, un grand-papa, une grand-maman. Là, mais des morts plus régulières qui ne sont pas traumatiques, je te dirais que c'est pas mal ça. Là, en général, ça peut arriver 1-2 fois par mois, des morts plus hors de l'ordinaire, traumatiques, des décès plus hors du commun des enfants, ou des choses comme ça. Mais non, généralement... OK. Parfait. Good. Ça aussi, on en a un peu parlé, mais est-ce que il y a encore beaucoup de demandes pour être exposé? Là, on parlait de... Oui, je te dirais, mettons, en cercueil, ça dépend des milieux. Mettons, moi, j'ai des amis qui ont travaillé en Gaspésie, puis eux, c'est encore peut-être un 30% cercueil, 40% contre 60 crémations. Je te dirais qu'ici, on va dans du 20%, mais tu vois, on a eu une année où on a eu 27%
cercueils. Fait que là, on était comme, quand même, il y a des choses qui reviennent. Puis, tu sais, au niveau des asepsies, ça fait pas des siècles et des siècles, là, pour vrai, que les gens commencent à connaître qu'on peut revoir sans exposer au complet dans un gros cercueil puis faire juste un petit moment d'intimité. Je te dirais que ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a des gens qui en parlent entre eux de « Ah oui, ma cousine m'a dit que ma tante, il y avait été la voir puis ça leur a fait du bien. » Fait que, je te dirais que ça va aussi prendre de l'élan avec le temps. Mais je te dirais qu'en ce moment, on est à peu près à 20%, 80%, je te dirais. OK, good, parfait. Le salaire moyen de quelqu'un qui est thanatologue? Ben, ça va varier de plein de choses. Je te dirais, ben, mettons une moyenne, là, puis tu sais, c'est ce qu'on trouve aussi sur Internet, là, je te dirais un 30 de l'heure de moyenne là, quand on rentre. Après ça, il y a plusieurs façons d'être payé dans le milieu. Ça peut être un salaire à l'heure. Comme ça peut être un salaire plus bas, mais avec des commissions de vente. Ah ouais? Ouais. Puis là, il y a des gens qui sont super mal à l'aise de penser qu'on peut avoir des commissions de vente. Mais c'est sur quoi? Par exemple, sur le cercueil, sur les services qu'on va vendre. Mais tu sais, le malaise d'en parler, c'est qu'on veut pas que les gens pensent qu'on veut vendre à tout prix des choses aux familles. Là. C'est pas du tout le cas. Puis je pense qu'il n'y a aucune maison funéraire là, qui fait des rencontres mensuelles en disant « Ah là, t'as pas atteint tes objectifs de vente. » C'est très loin de ça. Là. Mais tu sais, il y a des salons qui vont donner un certain pourcentage sur les contrats funéraires à leurs conseillers. Ça peut être vu comme une façon d'encourager ou d'augmenter. Sinon, l'autre façon aussi, tu sais, j'ai des collègues qu'eux, ils font beaucoup d'extra dans le sens où est-ce que des transports de soir, des funérailles sur les fins de semaine où ils travaillent pas. Fait que, tu sais, ils sont payés en over. Puis, fait que, tu sais, j'ai des gens que je connais qui vont chercher quand même un très bon salaire annuellement, là. Mais, tu sais, ça dépend un petit peu aussi le temps que tu es prêt à mettre dans ton travail, puis le temps que tu veux faire. Mais tu sais, je pense que c'est ça. C'est un milieu privé. Fait qu'il faut que tu sois prêt à négocier tes contrats de travail avec tes employeurs. Il faut que tu saches un petit peu ce que tu vaux au niveau de tes compétences, c'est quoi tes forces pour être capable de bien te vendre auprès d'un employeur puis de démontrer c'est quoi ta valeur puis ton plus ajouté à l'entreprise là, pour pouvoir aller te dégager un salaire qui est le plus intéressant possible. OK, parfait. Good. Est-ce que ton travail a un impact sur ta vie personnelle? Je pense pas négativement, là. Tu sais, il y a des situations qui vont m'ébranler plus, puis ça se peut que j'en parle à la maison, mais je passerai pas 4 jours à en parler. Ça arrive quelquefois, des fois, où j'ai des cas que je peux en rêver, mais tu sais, encore là, ça durera pas. Ça va être une nuit, puis c'est correct. Tu sais, je pense pas que j'en garde des traumatismes et autres. L'impact que ça peut avoir sur ma vie, je te dirais que c'est un horaire très atypique de travail. Si vous pensez rentrer dans le milieu puis avoir toutes vos fins de semaine de congé, toutes vos soirées de congé, oubliez ça. Ça peut arriver, mais vous allez travailler dans un gros milieu, mettons, puis vous allez avoir un poste, juste un laboratoire de 8 à 5, puis encore là, des fois, il y a des postes de laboratoire de soir tellement ils ont des demandes puis ils ont des défunts. Fait que, moi, par exemple, mon horaire de travail, c'est 8 jours d'affilée. Après ça, fait que ça l'inclut comme un week-end plus un lundi, parce que le lundi, je fais le partage des dossiers du week-end à l'équipe qui rentre. Après ça, j'ai un mardi, mercredi de congé. Après ça, je rentre jeudi, vendredi. Fait que dans ma petite semaine, je fais juste comme 3 jours de travail. Puis après ça, j'ai ma fin de semaine off, samedi, dimanche. Moi, je te dirais que sinon, mes autres collègues, ça peut ressembler là, à du 7, 1, 2, 3. Ça dépend. Il y a des gens qui voudront pas faire plus que 4 jours en ligne. Fait que, eux, ils se garderont pas 2 jours de congé collés. Ils vont se mettre des journées seuls, puis ils vont scinder leur horaire. Fait que c'est très versatile, puis c'est très différent, les horaires dans le funéraire, parce qu'on essaie de respecter les limites de chacun. Moi, j'aime bien donner un gros boom, faire mes dossiers, puis après ça, avoir 2 jours off. Puis, je suis capable aussi, quand je veux partir en congé, de prendre 2 congés. Fait que ça me fait 6 jours collés en ligne. Moi, pour moi, c'est un plus.
Fait que c'est ça, je te dirais que peut-être l'horaire de travail, puis tu sais, comme par exemple, ben, j'ai les appels là, ce soir, là, tu sais, comme à date, ça n'a pas sonné, mais ça m'est déjà arrivé d'être dans une salle de spectacle puis de faire « Excusez, j'ai un petit appel, faut que j'aille régler ça. » Fait que tu sais, mais tu sais, moi, ça me dérange pas, puis je m'empêche pas de sortir pour ça, puis je continue de vivre, puis tu sais, on s'entend, on m'a pas mis dans la bouche les appels en me disant hey, « T'es obligé de les prendre. » Je les ai acceptés parce que ça me faisait bien plaisir puis que ça puis t'as pas à te déplacer après, tu sais? Non, ben à moins que je choisisse de faire le transport parce que, mettons, dans un CHSLD, ça me tente d'avoir un petit sideline. Puis, parce que, tu sais, on est payé à la carte pour les transports aussi, là. Mais sinon, tu sais, si je suis occupée ou que je veux juste prendre l'appel, après ça, je peux dispatcher avec une équipe de transport puis c'est tout. J'ai pas d'obligation. Parfait. Good. Est-ce que tu as déjà eu peur au travail? Non. Ben, à part des collègues qui se cachent pour faire peur. Non, je te dirais qu'il m'est arrivé une ou deux fois des sauts. Là, ça peut arriver là, de l'air qui reste pris dans la trachée. Fait que là, quand on bouge quelqu'un ou quand la tête, mettons, elle va bouger, là, t'entends l'air expirer. Toujours un peu surprenant, mais tu sais, c'est pas lui qui est en vie. Là. Non. Fait que tu sais, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, mais j'ai jamais été témoin de rien. Il y a personne que je connais non plus qui a été témoin de quelque chose. Mais, tu sais, j'ai vu, par exemple, des super beaux signes, là. Tu sais, mettons, c'est déjà arrivé, on est allé enterrer quelqu'un dans un cimetière, puis il y a un renard qui est sorti d'une clairière. Il est venu s'asseoir peut-être à 2 rangées d'où est-ce qu'on inhumait. Et il est resté assis là à nous regarder tout au long de l'inhumation. Puis quand on a fini, il est parti. Tu fais comme... Wow! Tu sais, c'est comme quasiment un signe. Ou, tu sais, des fois, ça peut arriver que je fouille dans un tiroir pour trouver, mettons, l'urne la plus personnalisée possible pour le défunt. Fait que là, je dis à la famille, par exemple, s'il aimait les voitures, on pourrait prendre un ornement. Puis là, les familles me regardent, font comme, ben justement, il aimait les voitures, il était mécanicien. Puis je suis comme, OK, tu sais, les chances que je tombe là-dessus. Mais, tu sais, sinon, je pense qu'on a peut-être aussi tous nos petits signes, là, mais il n'y a pas personne qui m'a raconté d'histoires d'horreur. C'est bon, parfait, good. La personne n'est pas morte, finalement, tu sais. Non, ça serait donc terrible. Imagine. Mais ça, on le voit des fois dans des nouvelles, là. Non, mais tu sais, mettons plus dans un pays comme Colombie ou je sais pas trop quoi, là. Mais non, parce que, tu sais, il y a tellement des protocoles à l'hôpital que, tu sais, il faut qu'ils prennent l'absence cardiaque pendant X minutes. Tu sais, le défunt avant qu'il soit descendu à la salle réfrigérée. Après ça, la personne est peut-être 24 heures en salle réfrigérée le temps qu'on aille la récupérer. Fait que, tu sais, ça serait très surprenant qu'il se réveille. Good. Sinon, est-ce qu'il y a des odeurs comme on peut s'imaginer, mettons? Oui. Ben, tu sais, c'est moins pire qu'on pense, pour vrai. Tu sais, mettons, si on reste dans un travail de maison funéraire régulière, là, tu sais, souvent, ça va être plus des odeurs liées à l'urine, parce qu'on se le cachera pas, quand on décède, là, tous les sphincters se relâchent. Fait qu'il peut avoir de l'urine, il peut avoir des selles aussi. Mais comme il peut ne pas en avoir, là. Fait que c'est pas tout le monde, là. Après ça, souvent, les défunts vont avoir eu une culotte d'incontinence là, à l'hôpital. Fait que, tu sais, ça coule pas partout. Là. C'est pas l'horreur. Après ça, il peut avoir ce qu'on appelle la purge. Est-ce que je vais trop loin? Non, vas-y. Ben, c'est par exemple, c'est le contenu de l'estomac qui peut être rejeté, là, un peu comme un vomi. Là. Fait que là, à ce moment-là, ça vient couler. Fait que ça peut avoir une petite odeur âcre. Oui. Mais tu sais, encore là, c'est vraiment pas tout le monde. Là. C'est très différent. Là, après ça, tu sais, si on va dans des morts qui sont plus extrêmes, tu sais, c'est sûr que quand j'ai travaillé à la morgue de Montréal, j'ai senti des personnes noyées, j'ai senti de la putréfaction, puis c'est vrai là, que ça a une odeur que tu ne peux pas oublier, tu ne peux pas ignorer, et que, tu sais, on dirait que ton cerveau se met en alerte, puis il comprend que cette odeur-là n'est pas normale. Je te dirais que personnellement, moi, la pire, c'est la noyade. Là. Ça a une odeur que je décrirais de foin fermenté. Non. Fait que, tu sais, oui, dans des cas extrêmes, là, mais, tu sais, c'est que tous les sens, dans certaines situations, sont comment dire, activés. Oui. Tu sais, dans un corps en putréfaction, il n'y a pas juste l'odeur, il y a les vers aussi. Il y a tout ça. Là. Fait que, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mais encore là, c'est une minorité. Tu sais, mettons, dans une maison funéraire régulière, ça va peut-être arriver
2-3 fois par année des gens là, qui sont malheureusement retrouvés là, en état de décomposition avancée pour X raisons. Mais tu sais, c'est pas le quotidien, puis tu travailles pas... c'est sûr que si t'es pathologiste dans une morgue, oui, ça va être ça ton quotidien. Puis c'est peut-être probablement pour ça que je suis pas restée à la morgue de Montréal, parce qu'à un moment donné, c'était trop lourd. Ah non, c'est clair, là. Mais ça pourrait arriver, tu sais. Mais au collège, tu sais, moi, j'ai étudié au collège de Rosemont, ils te mettent pas face à ces situations-là. C'est des dons de corps. Fait qu'on travaille sur des gens là, qui ont donné leur corps à la science. Puis, tu sais, les corps, ils se gardent bien. Puis, quand même, quand un corps est placé en salle réfrigérée, là, c'est quand même étonnant à quel point ça ralentit le processus. Là. Tu sais, il y a des gens... des fois, on va planifier des moments d'intimité, puis mettons, je sais pas, la personne est décédée le jeudi, puis on prépare le moment d'intimité le mardi suivant. Là, les gens sont comme, mon Dieu, mais là, il va-tu se reconnaître? Il va-tu être beau encore? Puis oui, tu sais, la personne peut être un petit peu plus pâle parce que, bon, bien sûr, on n'a plus le flux sanguin qui irrigue puis qui fait nos petites joues rouges. On peut avoir des ongles cyanosés, un petit peu bleutés parce que, tu sais, le sang a stagné au niveau des extrémités. Un corps plus froid parce que, tu sais, on est rendu à la température pièce ou à la température de la salle réfrigérée. Fait qu'on n'est pas habitué à toucher un corps qui est à température pièce. Fait que c'est pour ça qu'on trouve ça très froid. Mais, tu sais, sinon, c'est pas... la salle réfrigérée fait quand même beaucoup de miracles. Oui. OK, parfait. Sinon, est-ce que tu t'habitues vraiment à la mort? Oui, ben, j'ai goût de dire oui, là, dans le sens où est-ce que c'est mon quotidien. Là, moi, une personne qui appelle pour me dire que sa mère est morte, ben d'accord. Par contre, est-ce que je perds la sensibilité? Non. Je pense que je prends le temps de prendre chaque appel avec douceur, avec calme, répondre aux besoins de la personne. Est-ce que je suis rendue insensible au décès dans ma famille et de mon entourage? Non, parce que on reste attaché à nos êtres chers. Mais par contre, moi, les gens que j'aime, je vais avoir le plus grand honneur sur Terre de m'occuper d'eux. Moi, c'est le plus bel honneur que je ne vais pas pouvoir faire, par exemple, à ma mère, la journée de son décès, de m'occuper de son corps. Je veux pas que personne d'autre s'en occupe. Il y a des gens qui font comme, mon Dieu, tu vas être capable de t'occuper de ta mère. Oui, parce que je vois personne d'autre le faire que moi. Je suis la mieux placée pour le faire. Fait que ça, pour moi, c'est un... Puis je te l'ai dit, quand mon père est décédé à la pandémie, j'avais pas terminé mon cours, puis j'étais excessivement déçue de pas pouvoir m'occuper de lui. Fait que ça, c'est... Pour moi, ça ça m'enlève pas ma sensibilité, puis ça m'enlève pas le fait que la mort... Puis je pense que la mort aussi, de tout le temps travailler avec, ça nous ramène dans le moment présent. C'est clair. On se rend compte comment que la vie peut être fragile, comment les choses peuvent tourner rapidement, comment qu'il n'y a rien pour acquis. Puis tu sais, même que des fois, ça c'est peut-être un impact dans ma vie personnelle que j'ai pas nommé tantôt, mais tu sais, à un moment donné, il faut être capable de se ramener que, tu sais, à un moment donné, j'étais... peut-être dans une phase de ma vie de « Mon Dieu, je vais-tu mourir moi aussi? Puis à quel âge je vais mourir? Puis de quelle façon je vais mourir? » sûr, puis, mais là, à un moment donné, si tu te mets à penser de même, là, c'est pas simple, puis t'es plus bien. Puis, mais il faut être capable de se recentrer. Là. OK, parfait. Un peu avec ce que tu viens de dire, mais est-ce que ton métier a changé ta façon de voir le monde? Ben oui, comme je te disais, tu sais, de vivre dans le moment présent, puis de profiter de la vie, Colin Debine, puis que, tu sais, rien est acquis, puis, tu sais, ça peut avoir l'air super cucu, là, de dire « Oh, mon Dieu, merci, je me suis levée ce matin, je me suis réveillée, puis... Tu sais, moi, je suis toujours contente d'aller travailler. Bon, il y a des matins, peut-être que je suis plus fatiguée que d'autres, là, mais tu sais, je suis contente, je suis chanceuse. J'ai encore 2 jambes, 2 bras. Je peux travailler, je suis autonome. Je peux faire un métier que j'aime puis que j'ai choisi. Tu sais, tout ça, puis de voir que la vie, c'est méga fragile, puis que en une fraction de seconde, il peut arriver quelque chose. Puis, tu sais, ça revient un petit peu à... J'ai des nièces. Puis là, à un moment donné, tu sais, mon frère, je veux leur acheter une trampoline, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai vu des histoires d'horreur à la morgue de Montréal, des enfants qui se cognaient à la tête sur une trampoline. Là, ça faisait un trauma crânien. Puis là, l'enfant décédait. Puis là, je suis comme, non, tu peux pas y acheter une trampoline. T'sais. Ouais, mais tu sais, chaque affaire. Ben là, exactement. Là, fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Là. Fait que, je te dirais que c'est pas mal ça que ça a apporté dans ma vie, d'être capable de me tempérer. Puis de, tu sais, il faut pas s'empêcher de vivre. Mais en même temps,
temps, il faut profiter. Parfait, good. Tantôt, tu me disais off-cam aussi que tu avais demandé à tes collègues pour cette question-là, mais est-ce que ton métier a beaucoup changé depuis que tu as commencé? Oui, c'est ça, parce que, tu sais, moi, ça fait juste 4 ans que je suis dans le milieu, mais mes collègues me nommaient peut-être la contingence, là, dans le fond, avant pandémie, pendant la pandémie, c'était super difficile de recruter des gens puis d'avoir des noms, là, des gens qui venaient postuler dans les maisons funéraires. Maintenant, je te dirais que ça se rétablit un petit peu. Là, quand on postule, quand on affiche un poste, il y a plus de gens qui viennent postuler. Fait que, on a un petit peu plus de choix, puis on voit que les gens s'intéressent un petit peu là, au milieu. Sinon, ce qui a changé au niveau des familles, la pandémie, c'est que avant, on faisait quand même assez rapidement les funérailles. Tu sais, mettons, dans un délai d'1 semaine, en 2 semaines, là, l'événement était tenu. On dirait que la pandémie a inculqué aux gens que ça pressait pas. Fait que des fois, là, on a des événements funéraires là, qui vont se tenir à 2, 3 mois, 4 mois du décès. C'est correct. Des mois, OK, quand même. Souvent, ça sera pas un corps là, dans un cercueil. Parce que, dans un cercueil, j'ai maximum 1 mois de la date du décès à l'exposition pour présenter le défunt. Mais, avec une urne, il n'y en a pas de limite de temps, là. Non, c'est ça. Fait que, j'ai l'impression que les gens, maintenant, se disent... Laisser le temps de faire le deuil, mettons. Même pas. J'ai le goût de dire que c'est plus dans... Jean-Guy, il part au Bahamas. Ah, mon Dieu, OK. Fait que là, on peut pas faire ça là. OK. Puis là, après ça, Thomas, lui, il va être en Europe, il sera pas revenu. Puis, fait que tu sais, j'ai l'impression que les gens, ils viennent... un petit peu, on s'arrête plus pour le deuil. On continue à faire nos choses parce que c'est important de les faire. On se priorise, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, je suis dans mon bureau puis je suis comme, mais là, tu sais, il va falloir en trouver une date. Peu importe la date que vous allez choisir, il va falloir en trouver une. Puis, fait que les gens font les événements plus loin. Mes collègues me disaient que depuis la pandémie, là, c'était plus prononcé. Puis sinon, tu sais, c'est sûr qu'à travers les années, le nombre de funérailles traditionnelles a beaucoup diminué. Là. Avant, c'était l'Église qui nommait exactement qu'est-ce qu'on devait faire, puis que le corps doit retourner à la terre. Là, maintenant, l'Église a moins d'impact, puis fait que ça a changé énormément. Mais puis, tu sais, dans les dernières années aussi, ce qu'on a vu entrer, c'est les maisons funéraires par Internet. Fait que maintenant, les gens peuvent sélectionner leur forfait funéraire sur des sites Internet. Puis, c'est des maisons là, qui vont... qui n'ont pas nécessairement pignon sur rue. Fait qu'eux, ils feront pas de rencontre en personne. Ils vont vraiment juste aller chercher le corps, faire la crémation, remettre les cendres. C'est à bas prix, mais par contre, la famille n'a peut-être pas tout le soutien qu'il faut pour les formalités légales, ou il y a certaines entreprises qui ne feront pas du tout les formalités légales, ils laissent tout ça à la famille. Fait que, il faut quand même être capable de se débrouiller par nous-mêmes, puis mettre du temps à fouiller, puis à compléter ces formulaires-là, puis à ne pas oublier rien. Puis, fait que, ça aussi, c'est comme un... Ça répond aux gens qui ont un faible budget, mais en même temps, ça vient aussi avec un impact que des fois, il y a des choses qui sont escamotées, des choses qui sont oubliées là, au niveau légal. Good. Comment que tu vois l'avenir de ton travail? Tantôt, je te disais un petit peu, je pense que les communautés vont peut-être redonner du pep là, par rapport aux présentations des corps en cercueil. Je pense que malheureusement, les sites sur Internet vont prendre de plus en plus de place. Vous êtes une génération où est-ce que on réserve notre médecin sur notre téléphone, on reçoit nos rappels par texto. Des fois, on fuit les appels. On est comme, c'est qui ça qui m'appelle? On retourne un texto à la place. Les gens, tu sais, déjà, je le sens pour certaines familles, c'est lourd de venir me rencontrer. Ils veulent faire ça à distance. Puis, tu sais, fait que moi, j'essaye de trouver un compromis puis d'accommoder. Fait que je pense que dans l'avenir, les gens vont vouloir du clé en main. Vont vouloir que ce soit simple. Puis je veux pas qu'on tombe là-dedans. Parce que c'est tellement beau, les rituels funéraires. Puis, tu sais, moi... c'est pas vrai que de pas revoir quelqu'un, ça n'a pas d'impact. Pour moi, c'est la chose la plus importante que de revoir le défunt, puis de faire un rituel, puis de se rassembler en famille pour recevoir du soutien aussi, des amis, puis des gens qu'on connaît.
puis que ce soit de prendre le temps de s'arrêter. Ouais. Fait que ça, je trouve qu'on fait plus ça. On s'arrête plus. Il faut que la personne meure, là, mais que ça rentre dans l'horaire, là, puis que ça chamboule rien. Ouais. Mais c'est pas ça, un décès, tu sais. Fait que j'espère honnêtement que les prochaines générations vont peut-être se pencher puis s'intéresser, mais il y a plein de belles choses aussi qui viennent, tu sais, de plus en plus aux États-Unis, les cimetières organiques, où est-ce que, je sais pas si tu as vu des vidéos de ça, là, mais par exemple, on fera pas d'embaumement du corps, le corps va être placé dans un panier d'osier là, en format cercueil, on va aller enterrer dans la forêt directement pour avoir le moins d'empreintes écologiques. Après ça, il y a des gens qui, aux États-Unis, font du compost avec des corps humains. Fait que là, après ça, tu repars avec ton petit sac de compost de grand-papa. Fait que, tu sais, il y a quand même des choses qui se développent au niveau écologique aussi, qui peuvent être intéressantes. Les cimetières vont être appelés à changer. Tu sais, le drabe monument funéraire, là, les gens, ce qu'ils veulent, c'est enterrer, planter un arbre à la place, avoir des sentiers pour se promener. Fait que, tu sais, il y a plein de choses, je pense, qui vont évoluer. Ce qui joue contre nous, c'est que le domaine funéraire, c'est un domaine qui évolue hyper lentement, par exemple. C'est super difficile d'apporter des nouveautés parce que les gens, des fois, vont être réticents à entrer dans la nouveauté. Mais il y a quand même des belles choses qui peuvent se développer si les entreprises mettent le pas puis développent. Je pense que ça va venir. Mais le portrait, tu sais, les gens aussi veulent personnaliser de plus en plus. Là. Ils veulent plus faire des funérailles dans un salon funéraire, dans une église. Ils veulent faire ça sur un vignoble. Ils veulent faire ça à la salle de théâtre où est-ce qu'elle jouait sur les planches parce que c'est significatif, tu sais. Puis c'est correct de personnaliser aussi. On veut faire des célébrations de la vie plutôt que d'être toujours en train de pleurer puis de s'apitoyer. C'est correct aussi. Les célébrations sont plus laïques que religieuses. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Il y a des choses qu'on va perdre, mais qui vont évoluer. Puis c'est correct, la vie, c'est ça, c'est évoluer, tu sais. Mais il faut être capable d'embarquer dans le pas puis de mais suivre. Je pense que, tu sais, la grosse tradition va quand même rester, là, tu sais, l'église puis tout, je pense que... Ben, tu sais, ça dépend. Tu sais, je te dirais que la majorité des gens qui sont à l'église, c'est les communautés. Tu sais, au niveau québécois, on est quand même, on délaisse beaucoup, là, les églises. Mais je pense que ça, tu sais, québécois, je pense que c'est plus... personnes âgées, mettons. Peut-être. Mais tu sais, les expositions de corps vont toujours rester. Puis tu sais, moi, il y a beaucoup de familles, j'ai quasiment cette question-là, une rencontre sur deux. Vous faites combien de pourcentage? Il y a encore des gens qui achètent des cercueils. Ben oui, parce que, tu sais, moi, je vais te donner l'exemple de mon papa. Il est mort d'une crise cardiaque pendant la pandémie. Ça a été hyper rapide. On a eu le temps d'aller le voir à l'hôpital. Il avait 60 ans. Et là, ça allait vite. Attends un peu, là, on ne s'attendait pas à ce qu'il meure. Là, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas vu ses sœurs parce qu'on était en pandémie et on était tous isolés. Là, à un moment donné, je disais à ma mère, ben là, on ne peut pas le montrer à ses sœurs qu'ils ne l'ont pas vu depuis 1 an. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai besoin de voir mon père. Puis, fait que, tu sais, on l'a exposé, puis Dieu merci. Puis la première affaire qu'une de mes tantes me dit, c'est « Ah, merci. Merci, on peut le voir. Merci. » Tu sais. Puis mes tantes me disaient « Il me semble que là, c'est vrai. On n'y croyait pas, mais là, c'est vrai. » Puis, tu sais, puis ils ont pleuré, puis c'était triste, puis c'était pas... C'était pas un beau moment, là. Mais tu sais, en même temps, moi, mon Dieu, que j'y ai flatté les cheveux à mon père, puis mon Dieu, que j'ai pris du temps, puis que j'y ai caressé les mains, puis que j'y ai flatté le bras, puis ça m'a fait du bien, là, même si je voudrais dire le contraire, tu sais. Fait qu'il va toujours en rester des expositions de corps pour les morts qui sont rapides, pour les gens qui ont besoin de dire bye-bye. Tu sais, un enfant de 5 ans qui meurt du cancer, c'est rare qu'on l'exposera pas parce que ça va trop vite, le deuil est trop lourd, il y a trop de choses à penser, puis tu sais, un accident d'auto aussi, tu sais, les familles veulent revoir, même si c'est dans X conditions, parce que tu sais, le cerveau, il a besoin d'un délai pour entériner tout ce qui se passe aussi, fait que le rituel de présentation du corps, il sert à ça. Oui, parfait, good. Sinon, est-ce que tu as anecdote drôle? Peut-être pas, là, mais mettons, sinon, une situation marquante à nous raconter en lien avec ton travail. J'en ai plein. Qu'est-ce qui se raconte? Non, c'est pas vrai. Tout ça dit. Ben non, c'est plus que... Ben, je te dirais que la plus marquante, c'était en début de carrière. Puis tu sais, tantôt, j'ai dit c'est important de connaître nos limites puis d'être capable de les nommer. Puis, tu sais, moi, en début de carrière, on m'avait mis devant un cas.
puis c'était une accidentée de la route, elle était pas morte sur le coup, puis elle était morte sur la table d'opération. Elle était arrivée au salon funéraire, mon Dieu. Écoute, il y avait tellement de drains, elle était tellement enflée, Puis, tu sais, je commençais, Colin. Puis là, tu sais, on me dit « Go! Faut l'embaumer. » Ah, c'est bon. Puis là, j'étais comme « Mon Dieu, je ne sais pas par où commencer. Puis, tu sais, j'avais été voir une de mes mentors du collège, je l'avais appelée, puis j'ai dit « Tu sais, je me sens vraiment pas confortable. Ouais. Là, je me sens... Il me semble que j'ai essayé de dire aux responsables que j'avais pas les compétences pour faire ça, mais là, tu sais, il me dit qu'il faut que je le fasse quand même. Là, est-ce que c'est moi qui est pas assez bonne? Est-ce que c'est... Puis là, ben, tu sais, elle m'a comme confié que non, tu sais. À un moment donné, ça, c'est un cas qui est hyper difficile, puis que c'est normal que quand c'est ton premier ou ton deuxième, t'as besoin d'aide, t'as besoin de soutien, puis... fait qu'elle dit, verbalise-le au responsable, puis, tu sais, après ça, tu auras le cœur plus léger, tu sais. Fait que j'ai verbalisé que moi, je pensais que ma limite était pas mal atteinte. Que, tu sais, oui, j'étais prête à essayer, mais que j'avais besoin de soutien. Oui, ben oui. Puis bon, dans le monde funéraire, il est arrivé des imprévus, qu'il y a eu beaucoup de décès, puis que là, tout le monde était occupé. Ouais. Fait que là, on m'a laissé un petit peu tout seul. Puis, tu sais, c'est vraiment pas de la faute des gens, là, puis j'en veux vraiment pas à personne. Fait que j'ai fait le tout, j'ai fait ma solution, j'ai fait du mieux, j'ai révisé mes notes, j'ai pris le temps que j'avais besoin. Puis à la fin, je fais comme, ben écoute, ça a été pas si pire. OK. Fait que je sers la personne dans la salle réfrigérée et le lendemain matin, tu sais, on retourne toujours voir les défunts parce que la solution a travaillé sur le corps. On veut s'assurer qu'il n'y a pas d'écoulement sur des plaies, blablabla. Je rouvre la lumière, Maggie. Elle est rendue verte. Non. Verte, phosphorescente. Et là, je panique. Et là, je suis comme, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Puis là, je suis comme, ça peut pas être de la putréfaction, impossible. Puis là, je fais comme, OK, c'est peut-être des tissus gazeux. Puis là, je la touche. Puis je commence, je sens pas les petites bulles. Puis là, je suis comme, puis j'en ai déjà vu du tissu gazeux. Puis je sais que c'est pas ça. Puis là, je suis comme, ouais, mais là, peut-être que je sais pas, dans le fond, c'est quoi du tissu gazeux, tu sais. Puis là, je panique et là, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'appelle ma mentor, puis là, j'explique. Puis là, je suis comme, écoute, viens voir. Puis là, je suis flabbergastée. C'est bon, OK. Et là, bon, là, ma mentor, elle vient me voir, puis puis d'autres responsables aussi viennent voir. Puis finalement, on se rend compte que sur la table d'opération, il y avait injecté à la personne un produit contrastant, probablement pour aller voir où il y avait des hémorragies, où il y avait des fractures. Et ce produit contrastant-là, puisqu'elle est décédée sur la table d'opération, elle n'a pas pu l'évacuer de son corps. Et ce produit a fait une réaction chimique avec le formaldéhyde. Fait que, tu sais, c'est pas moi qui a mal embaumé, c'est pas moi qui a mal fait les choses, c'est pas moi qui... Peu importe qui aurait embaumé, ça aurait viré de même. Mais sur le coup, là, je me suis tellement sentie mal, j'ai tellement pleuré, je me suis tellement remis en question. Mais mon Dieu que j'étais contente, par contre, d'avoir dit au responsable, je pense que ce cas-là dépasse mes limites. Parce que là, tu sais, ça avait comme mal viré, tu sais, plus ou moins. On a quand même présenté la personne, on a avisé le responsable de la famille de ce qui s'était passé, tu sais, la réaction du produit que, tu sais, on pouvait pas deviner. Nous, on n'a pas accès au dossier médical de tout ce qu'elle a reçu, la personne, tu sais. Puis, tu sais, finalement, c'est sûr qu'on avait maquillé épais, puis on avait placé un ruban de foule pour que les gens se mettent pas proche, là, du cercueil. Fait que, tu sais, ça lookait bien quand même. Puis, tu sais, finalement, le responsable a quand même choisi d'exposer la personne, puis, tu sais, ça a été correct. Mais Colin, que ça, je l'ai trouvé rough, là, puis que je me sentais mal, puis là, j'avais l'impression d'avoir gâché les funérailles d'une personne. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai le goût de dire, là, ça va vous en arriver des situations comme ça, là, des choses que vous n'aurez pas prévues. Puis, tu sais, on contrôle des choses en embaumement, mais des fois, il y a un petit 1% ou 0,5% qu'on ne contrôle pas, puis il y a des situations qui se passent que ça peut arriver, tu sais. Fait que ça, je l'avais trouvé vraiment rough, mais tu sais, je me suis pas fait chicaner, je me suis pas fait taper ses doigts, j'ai pas perdu d'emploi, j'ai pas...
Mais Colin, que ça, là, c'est... non, je ne veux plus revivre ça! Non, c'est sûr. Hey, mais question conne, là, mais mettons le maquillage que vous utilisez, c'est genre du maquillage de pharmacie ou vous avez un non, maquillage, c'est pas assez opaque souvent. Ouais, fait que on a une compagnie là, qui est spécialisée en produits funéraires. Ça peut arriver qu'on va utiliser certains produits commerciaux pour certains aspects comme... je peux pas le dire, mais tu sais, la petite base, là, avec du vert, du mauve, là. Ça! Oui, moi, je peux te le dire. Fait que ça, tu sais, pour cacher les rougeurs, cacher les traits bleutés. Fait que ça, on l'aime bien. Oui. Merci. Tu sais, sinon, les vernis à ongles, c'est sûr qu'on prend du commercial, tout ce qui est coiffeur aussi. Mais souvent, les fonds de teint, on n'aura pas le choix dans quelque chose qui est vraiment plus crémeux, très opaque. Puis moi, si je veux l'alléger parce que j'ai besoin d'un maquillage léger, je vais aller le mélanger avec une crème hydratante. Fait que souvent, non, ça va être des produits qui sont spécialisés qu'on utilise. Parfait, super good. Sinon, un petit conseil à ceux qui voudraient se lancer là-dedans ou aux débutants, thanatologues? En fait, premier conseil, si vous hésitez, il y a deux beaux outils qui existent. Là. Vous pouvez vous inscrire à la journée étudiant d'un jour. Là, et je sais qu'il l'offre au Collège de Rosemont. Je ne sais pas si à Notre-Dame-de-Foy, là, il l'offre sûrement. Fait que, vous pouvez aller vivre une journée là, puis assister, je pense, à 2 cours là, avec des étudiants, puis voir un petit peu là, le quotidien à l'école là, durant la technique. Puis, il y a aussi l'option d'appeler dans une maison funéraire puis de demander un stage d'une demi-journée. Là. Moi, ma maison funéraire, on en accepte quelques-uns. Fait que c'est d'expliquer que soit que vous êtes déjà inscrit ou vous pensez à vous inscrire. Puis, à ce moment-là, là, vous pouvez être pairé avec un conseiller. Puis, c'est sûr que c'est plus délicat d'aller en laboratoire parce que si vous n'avez pas de permis, c'est pas légal. Fait que habituellement, c'est plus d'aller visiter les lieux, de poser vos questions, de voir un petit peu la routine. Fait que ça aussi, ça peut être des fois un bel aspect qui vous permet de voir si ça vous intéresse ou pas. Sinon, un conseil, c'est vraiment un conseil plate. C'est correct. C'est un milieu qui est super formel. Fait que, tu sais, tout ce qui est tatouage, piercing, cheveux de couleur. Tu sais, moi, la première, là, j'avais les cheveux mauves, j'avais un labret, j'avais un septum. Tu sais, non, ça passe pas tant. Tu sais, souvent, vous allez pouvoir les garder si vous êtes dans un travail de laboratoire qui est comme steady puis que vous n'avez pas de contact avec les familles. Mais tu sais, je te cacherai pas que moi, j'ai des collègues qui étaient en recherche de stage puis ils se faisaient poser en question de stage « Montre-moi tes mains ». Puis ils regardent sur les mains si vous avez des tatouages, ils regardent dans le cou si vous avez des tatouages. Il y a des maisons funéraires qui vont vous dire est-ce que tu acceptes de les maquiller? Puis tu sais, c'est vraiment pas pour être discriminatoire, en fait. C'est que, tu sais, il y a des communautés. Il y a des communautés qu'il y a des hommes qui veulent même pas rencontrer des femmes parce qu'eux autres, ils traitent avec des hommes. Puis tu sais, il faut pas... C'est comme ça, tu sais. Fait qu'il y a d'autres communautés que quelqu'un qui est plein de tatouages, on te regarde même pas, puis on veut même pas faire business avec toi parce que t'as pas l'air professionnel, tu sais. Puis après ça, t'as un clash de génération aussi. Tu sais, la madame qui a 85 ans, puis que t'arrives, puis que t'es bariolée de partout, puis... Fait que, tu sais, j'en ai des tatouages, là, moi aussi, là. C'est juste que, il faut être capable de les cacher. Moi, je travaille avec un veston. Quand je suis avec une famille, je suis obligée. J'ai une couleur de cheveux maintenant qui est plus naturelle, qui choque moins. Fait que ça, c'est, tu sais, même chose, tu sais, des gros maquillages lourds, là, gothiques, là, tu sais, on oublie ça, malheureusement. Fait que ça, c'est un petit peu, tu sais, il y a des gens que ça pète leur ballon quand ils rentrent, là, dans le cours, là. Fait que, tu sais, il faut être capable d'ajuster. Puis, tu sais, je pense que si tu fais les choses, si tu viens t'inscrire puis faire ce métier-là pour les bonnes raisons, tu vas passer par-dessus ça. Tu sais, le métier va être... Moi, faire cette job-là, c'était plus important que mes piercings puis ma couleur de cheveux, tu sais. Fait que je me suis ajustée. Ça m'empêche pas que mon septum, je le mets le week-end, puis mes tatouages, je les monte quand je suis en congé, là. Mais, fait qu'il y aurait peut-être ça que je dirais, de faire attention à son look quand on se présente. Ça peut être aussi de trouver un emploi dans un domaine funéraire avant de rentrer dans le milieu. Parce que, tu sais, comme je dis,
Oui, il faut avoir ta technique puis ton permis pour être en laboratoire, mais tu sais, pour faire des transports, on en cherche des gens là, pour porter des cercueils, on en cherche des gens pour garder des salons, être préposés, on en cherche des gens dans des maisons funéraires. Fait que tu sais, ça peut être super intéressant de peut-être aller te trouver un emploi, puis de déjà rentrer dans le milieu, puis de te mettre en contact avec des gens qui sont là-dedans, puis tu baignes. Fait que déjà, tu le sais si ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas. Là, fait que je pense que c'est la meilleure, parce que c'est tellement un milieu éclectique que je pense que si tu n'es pas dedans, tu peux pas le savoir. Oui, c'est ça, exact. OK, parfait. Good. Puis on finit avec le classique 30 secondes pour wrap up l'entrevue, puis pour dire pourquoi tu as le meilleur métier. Donc voilà, ça part. J'ai le meilleur métier au monde parce que je peux soutenir des gens qui sont dans leur processus de deuil. Je peux prendre le temps de les écouter puis essayer de trouver ce qui va les apaiser le mieux, puis trouver la façon de les accompagner aussi, de la façon qui va les soulager le plus possible dans ce qu'ils vivent. J'ai aussi l'infime honneur de donner le dernier soin à une personne décédée. Puis j'ai déjà dépassé le 30 secondes. Mais tu sais, de s'occuper d'une personne qui est décédée puis de lui donner son dernier soin, pour moi, il n'y a pas plus bel honneur que ça. Je permets à une personne de partir dans la dignité, dans le respect, dans l'amour. Fait que wow. C'est bien dit, vraiment. Good. Puis est-ce que tu avais quelque chose à dire qu'on n'aurait pas dit, important à dire? Ben, merci de m'avoir reçu. Mon Dieu, merci toi, de vraiment poser des questions sur notre métier qui est peut-être méconnu, mais on a tellement un beau travail. Puis, tu sais, poser des questions, puis gênez-vous pas. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis si un jour vous êtes appelé à aller dans un bureau de décès parce que quelqu'un de vos proches est décédé, ben posez-les vos questions, puis demandez si on vous offre pas de revoir la personne, mais demandez-le, tu sais. Généralement, on le propose le plus possible, puis c'est un milieu qui est tellement versatile où est-ce qu'on peut offrir tellement de choses. S'il y a quelque chose qui vous ferait du bien, verbalisez-le aux conseillers funéraires, puis probablement qu'ils vont être capables de réaliser ça. Tu sais, j'ai déjà rentré une moto, moi, dans un mausolée. Puis, tu sais, puis c'était correct parce que c'était le désir de la madame que sa moto soit là à ses funérailles. Puis, fait que, tu sais, c'est génial. Puis renseignez-vous aussi, tu sais, un jour, vous allez être vieux, ben renseignez-vous sur les préarrangements funéraires. C'est tellement un beau produit pour offrir une paix d'esprit à votre famille, à vos enfants, leur alléger un petit peu cet aspect-là fastidieux de la paperasse au moment d'un décès. C'est quelque chose, tu sais. Puis si vos parents vous parlent de préarrangement, ben écoutez-les, puis faites pas « non, parle-moi pas de ça! Vous allez tellement être content la journée où ils vont décéder qu'ils disaient « fais ces premiers pas-là pour vous aider et vous dégager de certaines lourdeurs. » Là. Fait que je dirais pas mal ça. Parfait. Ben, un gros merci d'avoir participé. Bye-bye.